Un pays avant l'Angleterre, les royaumes oubliés des Gallois. Ce soir, laisse les collines du Cymru apaiser tes pensées. Ferme les yeux, respire et marche avec moi vers un siècle avant que le mot « Angleterre » n'ait sa place sur une carte. Appuie sur « J'aime » pour nous aider à atteindre 1000 soutiens, un cap sur cette route. Avant que les frontières ne deviennent barrières et drapeaux, il y avait des crêtes, des rivières et des histoires. Les noms dérivaient, comme le vent au-dessus des montagnes. Gwynedd au nord-ouest, Powys au cœur verdoyant, Dyfed tourné vers la mer, Ceredigion aux larges estuaires, Brycheiniog blotti entre ses lacs, Gwent à l'est, où les forêts soupiraient. Chacun était un foyer animé, gouverné non par des bureaux sur parchemin, mais par des familles enracinées sous des pierres dressées. Le peuple se nommait les Cymri, compagnons du même pays. Les rois étaient gardiens de liens et de bétail, de promesses et de fierté. Une couronne n'était pas un éclat, mais un fardeau porté pour un peuple. Le pouvoir vivait autant dans les lieux que dans les hommes. Un fort perché où tournèrent les corbeaux, une île avec une église où sonnait la cloche au rythme salé des marées, un chemin de vallée où passaient muletiers et chansons. Les lois se chantaient, les bardes retenaient la mémoire. Écoute la dernière note de la harpe qui se perd dans la bruyère. Ce monde était cousu de sentiers plus anciens que la mémoire. Certains suivaient encore des routes droites de pierre qui entassent la terre. Comment ces ruines ont cédé et comment des tribus sont nées de leur ombre, c'est une histoire pour plus tard. Ce soir, restons dans ce calme avant l'orage, quand la carte ressemblait à un patchwork de vallées et de rivages, chaque morceau réchauffé par sa propre légende. La mer apportait poissons et nouvelles chuchotées. Les montagnes veillaient comme des anciens patients. Ces royaumes ne se croyaient pas minuscules, ils se sentaient entiers. Une rivière pouvait contenir toute une vie. Un col était un pacte avec le ciel. Les alliances suivaient mariages et saisons. Les frontières respiraient. Une moisson pouvait rassembler les voisins sous les flambeaux d'un festin. La suivante pouvait envoyer des cavaliers prudents au guet à l'aube. Dans cette tension vivait un rythme, la certitude que la querelle du jour pouvait avoir besoin de l'entraide l'hiver prochain. C'est ainsi que de petits royaumes restent vastes à l'intérieur. Si tu attends le feu des rebelles et le premier rêve d'unité, garde cette pensée pour plus tard. L'idée d'un pays de Galles sous une main unique appartient à une époque future. Nous y viendrons quand la route se pliera. Pour l'instant, ressens la richesse d'une mosaïque avant qu'on ne parle d'une seule image. Pense aux pierres gravées à moitié cachées par les fougères, aux petites cours où le jugement se mêlait aux proverbes, au sein des débuts traversant les champs sombres de rosée, guidés seulement par la foi et un bâton. Écoute la côte. Au-delà de l'horizon noir, des navires allaient tester ses rivages. Mais cette histoire garde encore son battement de cœur. Restons-le fermé ce soir. Reste là où les sonnailles des troupeaux brillent comme des étoiles basses, où les familles racontent les anciens récits autour du feu, où l'aube argentait la Severne et la pluie tirait des voiles sur les pics des Riri. Ce n'était pas du romantisme brumeux, c'était la vie quotidienne, dense comme la tourbe, semer, garder les bêtes, pleurer, se marier, jurer serment, garder foi. Ce qui comptait avant tout, c'était la mémoire. Être gallois ici, c'était appartenir à une histoire qui te survivait. Ancêtres énumérés avec soin, lieux dotés de personnalité, rivières qui se souvenaient des pas. La terre écrivait les gens, et les gens écrivaient la terre en chansons. Si cela paraît silencieux, c'est le calme volontaire avant les sabots, avant que le fer et la pierre changent l'air. Ne nous pressons pas. Reposons-nous encore un peu à cette lueur de lanterne. Bientôt, nous quitterons cette mosaïque immobile vers un âge où les anciennes routes se brisaient et où de nouvelles tribus se forgeaient un but. Ce tournant, des ruines à la volonté, nous attend, et il montrera comment les montagnes ont appris aux hommes à se tenir ensemble. Pour l'instant, respire avec les collines. Laisse les noms, Gwynedd, Powys, Dyfed, Ceredigion, Brycheiniog, Gwent, tomber comme une pluie douce. Quand tu ouvriras les yeux, nous prendrons la route du prochain chapitre, lentement et sûrement, pendant que la nuit veille. Quand les Vikings sont arrivés, feu, sang et une alliance inattendue. Ils sont venus portés par un vent glacé, leurs voiles noires comme des ailes de corbeau, leurs lames scintillant de sel et de rage. La côte galloise avait déjà vu des tempêtes, mais jamais de ce genre. Ce n'étaient pas des colères de la nature, c'étaient des tempêtes d'hommes.
et dans l'hiver sombre du IXe siècle, les rivages du pays de Galles se sont embrasés. Des villages ont disparu en une nuit. Des moines ont fui dans les collines, serrant des reliques au lieu de leurs épées. Mais voici ce que l'histoire oublie souvent. Tous les Vikings n'étaient pas des ennemis. Certains, étonnamment, allaient devenir les alliés les plus inattendus du pays de Galles. Avant d'en arriver là, imaginez le pays de Galles d'alors. Pas la terre de châteaux imposants et de rois anglais qu'on imagine aujourd'hui, mais un patchwork de royaumes fragiles. Gwynedd, Powys, Dyfed, chacun dirigé par un prince, chacun protégeant jalousement sa vallée et son honneur. Les Romains étaient à la partie depuis longtemps. Leurs routes de pierre s'effritaient, leurs légions n'étaient plus que des fantômes dans la brume. Ce qui restait, c'était un peuple farouchement indépendant, mais terriblement divisé. Cette faiblesse, c'était du sang dans l'eau pour les loups de mer venus du nord. Les premiers navires vikings ont longé la côte ouest au début du 8e siècle. Ils frappaient comme la foudre, rapides, brutaux, disparus avant qu'une armée galloise puisse se rassembler. Ils prenaient l'or, le bétail, des captifs. Les lieux saints étaient leur cible préférée. Pour les Scandinaves, les monastères étaient des coffres ouverts, remplis de calices d'argent, de livres précieux et d'hommes terrifiés incapables de se défendre. Bangor, Tywin et même l'île sacrée de Bardsey furent attaqués. Les chroniqueurs gallois parlèrent de « noirs étrangers » surgissant de la mer comme des démons. Pendant des décennies, tout semblait être une lutte entre saints et diables. Mais la vérité était plus nuancée. Avec le temps, ces étrangers n'ont pas seulement pillé, ils se sont installés. Ils ont bâti des camps d'hiver. Ils ont fait du commerce. Ils se sont mariés. Et dans un étrange instinct de survie, certains chefs gallois ont compris qu'un ennemi de leur ennemi pouvait devenir un ami. La plus importante de ces alliances fragiles s'est formée à l'ombre du Gwynedd, lorsqu'un prince gallois décida que pour survivre à la tempête, il faudrait la chevaucher. Cet homme, c'était Rhodri ap Merfyn, celui qu'on appellerait plus tard Rhodri le Grand. Quand les raids vikings ravagèrent Anglesey, il ne resta pas caché derrière les collines. Il riposta, avec férocité et intelligence. En l'an 854, il tua le chef viking Orm au combat, gagnant l'admiration de son peuple et le respect de ses ennemis. Mais Rhodri n'était pas qu'un guerrier, c'était un stratège. Il avait compris que les Vikings pouvaient être battus sur le champ de bataille, mais jamais définitivement écartés. Alors, il choisit la diplomatie autant que l'épée. Certains Vikings devinrent des mercenaires au service des Gallois, des épées louées pour régler des querelles locales. Ce n'était pas de la confiance, c'était de la survie. D'autres s'intégrèrent par le commerce, troquant ambre, fourrure et armes contre l'argent et les récoltes galloises. Dans les ports du sud-ouest, à Haverfordwest, à St. David's, des mots nordiques commencèrent à se mêler à la langue locale. On en retrouve encore la trace aujourd'hui dans certains noms de lieux côtiers qui finissent par by ou holm. Ce qui avait commencé dans la terreur devint lentement un réseau complexe de survie, de rivalité et de respect étrange. Bien sûr, la paix resta fragile. Certaines alliances se brisèrent dans le sang. Une chronique raconte qu'un chef gallois invita des Norvégiens pour l'aider à prendre le pouvoir, avant d'être trahi et massacré une fois ses ennemis écartés. Pourtant, la relation n'était pas que violence, elle fut aussi transformation. Les Gallois apprirent tort de leurs envahisseurs. Ils adoptèrent leur modèle de navire, élargirent leur route commerciale maritime et intégrèrent même leurs légendes. Certains contes de créatures marines et de bateaux à tête de dragon en gardent l'écho. C'est fascinant. Les Vikings venus pour conquérir finirent par changer les deux camps. Le pays de Galles, meurtri et ensanglanté, devint plus résistant, plus conscient du monde au-delà de ses montagnes. Et les Nordiques, malgré leur brutalité, trouvèrent ici quelque chose de durable, une terre qui refusait de plier, même en flammes. À la fin du Xe siècle, l'ère de la terreur viking touchait à sa fin. Les envahisseurs étaient devenus des voisins, parfois même de la famille. Le pays de Galles avait survécu à une vague qui devait l'engloutir. Mais en le faisant, il avait appris une leçon qui résonnerait pendant des siècles. La frontière entre ennemis et alliés n'est pas toujours tracée dans le sang. Parfois, elle naît de la nécessité. Et quand les Vikings tournèrent leur regard vers l'Irlande et l'Angleterre, les cicatrices et les histoires qu'ils laissèrent au pays de Galles ne s'effacèrent jamais. Quand vint la prochaine grande invasion, celle des Normands, avec leurs forteresses de pierre et leur discipline de fer, le pays de Galles se souvint de la tempête nordique.
Il se souvint comment endurer, car ici, sur ce bout du monde battu par les vents, chaque invasion enseigne la même vérité. Le pays de Galles peut brûler, mais il ne se brise jamais. Le premier rêve d'un pays de Galles uni, le projet perdu de Rhodri le Grand. On l'appelait Maur, le Grand. Mais la grandeur de Rhodri n'était pas seulement dans les batailles gagnées ou les terres conquises. Elle vivait dans un rêve brûlant derrière ses yeux. L'idée impossible d'un seul pays de Galles, uni sous une même couronne. Des siècles avant que quiconque n'ose y croire, avant que des châteaux ne surgissent sur les collines et que des rois anglais ne tracent que des frontières, il y avait Rhodri, debout sur une montagne battue par les tempêtes, osant croire que des tribus éparpillées pouvaient devenir une nation. Avant Rhodri, le pays de Galles n'était pas vraiment un pays. C'était un patchwork sauvage de petits royaumes, Gwynedd, Powys, Dyfed, Ceredigion, chacun avec son prince, chacun piégé dans des rivalités et des guerres de sang. Les frères se retournaient contre leurs frères, les cousins se disputaient eux les trônes, et l'unité n'était qu'un rêve de poète. Pourtant, au IXe siècle, alors que le chaos et les invasions menacèrent de déchirer la terre, Rhodri apparut avec quelque chose de nouveau, pas seulement du pouvoir, mais une vision. Il hérita du Gwynedd de son père Merfyn-Friche, un royaume de brumes et de montagnes, fort mais isolé. Puis le destin joua son jeu, par mariage, par bataille, par hasard aussi, Rhodri rassembla plus de terres sous son nom. Powys devint sien, puis Seisil d'Esbjerg. Pour la première fois, l'idée d'un roi gallois n'était plus un mythe chuchoté dans les tavernes, c'était un homme vivant, portant une couronne de fer et d'espoir. Mais toute grandeur attire des ennemis. De l'autre côté des mers, les Vikings arrivèrent, pas avec des rêves, mais avec le feu. Ils déferlèrent sur Anglesey et le détroit de Menai, pillant et tuant. Pour la plupart des souverains, cela aurait signifié la fin. Mais Rhodri résista. Il ne fit pas que défendre, il apprit. Il comprit leur rythme, leur ruse, leur fureur. Les chroniques racontent qu'il vainquit le chef norrois Gorm près de Snowdonia, repoussant les envahisseurs vers leurs navires. À cet instant, le pays de Galles avait un nouveau type de chef, plus qu'un seigneur local, un protecteur de toute la terre. Et pourtant, ce qui rend l'histoire de Rhodri inoubliable, ce n'est pas ses victoires. C'est le chagrin de son rêve, si proche, si fragile. Car le projet qu'il tenta de bâtir, un pays de Galles uni, commença à se fissurer dès sa mort. Quand Rhodri fut tué par les alliés du roi anglais Alfred en l'an 878, son rêve ne disparut pas, il se fragmenta. Ses fils se partagèrent sans que ses terres compostent comme un butin. L'ancienne malédiction galloise revint, la division. Au lieu d'un seul pays, il y en eut de nouveau plusieurs, chacun dirigé par un morceau de son sang, chacun rêvant plus petit que lui. Mais le peuple se souvint. Pour les bardes, Rhodri devint plus qu'un roi, il devint un symbole. Ils le chantèrent comme Pendragon Simru, le grand chef des Gallois, l'homme qui avait entrevu l'avenir dans une terre encore prisonnière du passé. Son règne devint le modèle de tous les princes qui suivirent. Quand Owain Gwynedd leva ses bannières contre la couronne anglaise des siècles plus tard, quand Llywelyn le Grand tenta à nouveau d'unifier la terre, tous poursuivaient le fantôme de Rhodri, le rêve qu'il avait commencé sans pouvoir l'achever. Et c'est là la beauté poignante de son héritage. Il n'a pas échoué par faiblesse, il a échoué parce qu'il était en avance. Il vivait à une époque où la loyauté était locale, où le mot « nation » n'existait pas encore sur les lèvres galloises. Il construisait une cathédrale alors que personne n'imaginait encore d'église. Mais parfois, l'histoire n'est pas faite pour réussir. Elle est faite pour allumer la flamme. Rhodri a allumé l'étincelle. Les siècles qui suivirent, les invasions normandes, l'essor de Llywelyn, l'anneau de fer d'Édouard, tout cela commença avec un homme qui osa rêver que montagnes, vallées et côtes de Cymru puissent battre d'un même cœur. Et si tu te tiens aujourd'hui parmi les ruines de ces premières forteresses au Gwynedd, quand la brume monte de la mer d'Irlande, tu peux presque croire qu'au fond de ce brouillard, le rêve de Rhodri respire encore, attendant une autre époque pour être achevé. Car chaque nation a son fondateur. Et pour le pays de Galles, ce fondateur ne fut pas couronné d'or, mais de vision. Une vision perdue avec le temps, mais jamais oubliée. Le réveil de la résistance, la défiance d'Owain Gwynedd face à la couronne. Tout commença, non par une armée en marche, mais par un homme immobile. Un prince aux yeux comme l'orage sur Snowdonia, calmes en surface, plein de tonnerre en dedans. Owain ap Gruffudd, que l'histoire connaît sous le nom d'Owain Gwynedd,
n'hérita pas seulement d'un trône, il hérita d'un combat qui couvait depuis des générations. Le pays de Galles avait été meurtri, envahi, divisé. Mais dans ces montagnes, quelque chose de farouche refusait de mourir. Et quand Owain se leva, cette étincelle devint flamme. Lorsqu'il prit le pouvoir au milieu du XIIe siècle, le pays de Galles avait déjà senti le poids des bottes étrangères. Les Normands avaient balayé l'Angleterre et découpé les marches frontières, dressant des châteaux de pierre qui ressemblaient ni à moins à des forteresses qu'à des menaces, des avertissements silencieux gravés dans l'horizon. Beaucoup de princes gallois avant lui avaient plié le genou, troquant la liberté contre une paix fragile. Mais Owain, lui, ne s'inclina pas. Il attendit, observa, puis frappa avec la précision d'un faucon. Le règne d'Owain ne naquit pas dans la paix, mais dans le chaos laissé par son père, Gruffudd ap Cynan, qui avait passé des décennies à reconquérir le Gwynedd face aux envahisseurs et aux rivaux. Owain sut très tôt que la paix n'était qu'une vigilance déguisée. Les Normands avaient armures et chevaux, lui avait montagne, fidélité et temps. Il transforma le relief du nord du pays de Galles en armes, passages étroits, vallées abruptes, brumes soudaines devinrent soldats invisibles. Les Anglais pouvaient entrer, mais jamais tenir. Sous Owain, la résistance n'était pas qu'une affaire militaire, c'était psychologique. Il savait semer le doute, faire croire que les montagnes elles-mêmes étaient hantées. Des garnisons normandes disparaissaient dans les brumes, des raids frappaient puis s'évanouissaient avant l'aube, et même ses alliés craignaient sa discrétion. Dans un monde de couronnes et de bannières, Owain combattait comme une ombre. Mais Owain n'était pas qu'un chef de guerre. C'était un stratège, un homme d'État qui voyait le pays de Galles non comme des tribus éparses, mais comme un seul corps divisé. Il comprenait ce que la couronne anglaise ignorait. L'unité, pas la soumission, était la vraie force galloise. Il renforça les alliances, protégea les frontières et chercha même l'appui d'autres souverains européens, dont Louis le VII de France, quand cela servait sa cause, geste audacieux qui inquiéta Londres. Quand le roi Henri le II monta sur le trône, la tension entre l'Angleterre et le Gwynedd explosa. Henri voyait le pays de Galles comme une affaire inachevée, une terre sauvage à dompter. Mais Owain se voyait l'égal de tout roi. Leur affrontement dépassait la simple conquête. C'était une lutte d'orgueil, une revendication d'exister sans plier. Quand Henri lança sa grande campagne au pays de Galles en l'an 1157, il pensait gagner vite. Au lieu de cela, son armée fut engloutie par la terre. Boue, pluie et résistance acharnée. Embuscades, ravitaillements coupés, rumeurs de désastre. La couronne sous-estima une fois de plus la brume. Cet échec devint légende, non à cause d'une grande bataille, mais parce qu'Owain prouva que la force brute ne suffirait pas à soumettre le pays de Galles. La résistance s'était éveillée et elle avait trouvé son chef. La défiance d'Owain eut un prix. Il affronta la trahison jusque dans son sang. Certains de ses fils voulurent le détrôner, réveillant la vieille malédiction galloise, l'unité détruite par l'ambition. Pourtant, il maintint le Gwynedd indépendant grâce à la stratégie, la ruse et une volonté de fer. Pendant des décennies, son règne fut un rare âge d'or, un souffle de liberté dans la longue lutte contre l'Angleterre. Quand Owain mourut en l'an 1170, les chroniqueurs écrivirent que nul au pays de Galles ne pouvait lui être comparé. Sa mort clôtura une époque, mais son ombre resta. Ses fils se déchirèrent, et l'Angleterre exploita ses failles. Pourtant, sa mémoire passa de père en fils, de barde en auditeur, comme une promesse. Le pays de Galles ne pliera pas. Et peut-être est-ce cela qui fit d'Owain Gwynedd plus qu'un prince, un symbole. Sa résistance n'était pas qu'une affaire de terre, c'était une identité. C'était la montagne disant à l'Empire « J'étais là avant toi, et je serai là après ». Bien après que son corps eût été enterré dans la cathédrale de Bangor, son courage résonnait encore dans les vallées. Son nom devint cri de ralliement, repris un siècle plus tard par un autre Owain, Glyndŵr, qui brandirait à son tour l'étendard de la rébellion. Mais ceci est pour plus tard, preuve que la défiance ne meurt jamais vraiment au pays de la brume et de la pierre. Pour l'heure, souvenez-vous, la résistance n'a pas commencé dans une salle de guerre ou un champ de bataille. Elle est née dans le silence, quand un homme refusa d'incliner la tête. Et ce jour-là, le pays de Galles se souvint de qui il était. La guerre de l'ombre, espion, trahison et lutte pour le Gwynedd. Elle ne se jouait ni sur les plaines ni derrière les remparts. Pas de bannières, pas d'armures étincelantes, pas de chants glorieux. C'était une autre guerre, silencieuse, invisible, bien plus dangereuse.
La bataille pour le Gwynedd n'opposait pas seulement des épées et des forteresses. Elle se menait avec des murmures, de l'encre sur des lettres secrètes et des poignards sous les manteaux. C'était la guerre que les chroniqueurs n'osaient pas écrire, la guerre de l'ombre qui décida du destin d'un royaume avant qu'une seule lame ne se lève. Pour comprendre, il faut imaginer le pays de Galles au XIIe siècle, une terre divisée mais vibrante. En surface, un monde de princes courageux et de seigneurs de montagne défiant l'Angleterre. En dessous, des fissures, alliances fragiles, familles jalouses, prétendants rivaux au trône ancien du Gwynedd. La politique galloise n'était pas un simple jeu d'échecs, c'était un labyrinthe où chaque chemin pouvait mener à la trahison. Au cœur de ce dédale se tenait Owain Gwynedd, celui que l'histoire retient comme le premier vrai unificateur du nord du pays de Galles. Prince d'une vieille lignée royale, redoutable au combat, mais tout aussi habile à survivre. Il savait ce que ses ennemis convoitaient, son trône, ses terres, son héritage, et il savait qu'il ne viendrait pas toujours l'épée à la main. Certains arrivaient souriant, d'autres priant, et d'autres encore murmuraient dans la nuit. Owain n'avait pas seulement hérité d'un royaume, mais d'un réseau d'espions, éclaireurs, messagers, moines, portant plus que des prières entre les abbayes. Des messages codés glissés dans des psaumes, des ordres cachés dans les marges de textes saints. L'Église était à la fois bouclier et arme. Un moine pouvait aller où un soldat ne le pouvait pas. Owain le savait mieux que quiconque. Il avait vu ce qui se passait quand la confiance se brisait, quand ses propres parents, achetés par l'or normand, vendaient des secrets à l'ennemi. Les plus grandes batailles du Gwynedd n'étaient pas toujours contre l'envahisseur étranger, elles se jouaient parfois à table. Et les Normands l'avaient compris aussi. Après avoir bâti leur château le long des frontières, ils virent qu'il faudrait des générations pour soumettre les Gallois par la force seule. Alors, ils envoyèrent des espions déguisés en marchands, émissaires, même prêtres. Ils cartographièrent les vallées, étudièrent les querelles de famille, les exploitèrent. Diviser pour régner, plus qu'une tactique, un art. Un cousin gallois pouvait recevoir de l'or anglais pour trahir son sang. Un seigneur normand épousait une princesse galloise pour créer une paix. Mais cette paix n'était souvent qu'une pause entre deux trahisons. Un récit murmuré dans les chroniques parle d'un jeune messager parti de Bangor vers Dol Widlan avec une lettre cachetée, pensant transporter un simple message de commerce. En réalité, la lettre listait chaque noble secrètement opposé à Owain. Il n'arriva jamais. On retrouva son cheval près de la rivière Conwy, la lettre disparue, son corps au fond de l'eau. Nul ne sut qui avait ordonné cela. Certains disent Owain lui-même. D'autres, les Normands voulant l'accuser. Voilà à quel point la guerre de l'ombre était tordue. Chaque vérité avait deux visages. Chaque silence coûtait cher. Le vrai génie de cette guerre invisible était psychologique. Owain n'avait pas toujours besoin d'écraser la trahison. Parfois, il suffisait d'en laisser courir la rumeur. Si un prince rival doutait de ses alliés, la paranoïa détruisait son camp avant qu'un seul Gallois n'ait à lever l'épée. Une guerre des esprits, fruit de siècles d'invasion, où la peur détruisait plus vite que les armes. Mais un tel art avait un prix. La confiance devint rare et risquée. Frères épièrent frères. Prêtres prenaient parti. Même au cœur du foyer d'Owain, la loyauté n'était jamais certaine. Et après sa mort, ces mêmes réseaux secrets, qu'il avait tissés pour protéger le Gwynedd, devinrent des pièges. Les messages qui portaient autrefois des ordres servirent au complot. Chaque prince tenta de surpasser l'autre dans l'ombre. La toile d'Owain se retourna contre son peuple. Voilà la tragédie de la guerre de l'ombre du Gwynedd. Les victoires n'étaient que passagères et la fidélité toujours conditionnelle. Chaque alliance n'était qu'un brouillard, chaque amitié pouvait se changer en couteau avec un murmure. Et pourtant, malgré ces trahisons, le pays de Galles survécut. Il s'adapta, apprit à naviguer dans un monde où la politique tuait autant que l'acier. Plus tard, quand Llywelyn le Grand monta au pouvoir, il hérita non seulement des terres du Gwynedd, mais aussi des leçons gravées dans le secret, que la vraie force ne venait pas que des armées, mais de l'information. La guerre de l'ombre avait enseigné aux Gallois que l'arme la plus dangereuse n'était ni l'épée ni la lance, mais le secret. Et dans les vallées sombres du nord du pays de Galles, où les brumes s'accrochent encore aux ruines, on peut presque l'entendre, l'écho des murmures qui décidèrent jadis qui vivrait, qui régnerait et qui serait oublié. Llywelyn ap Gruffudd, le dernier prince debout face à l'Angleterre. L'histoire de Llywelyn ap Gruffudd ne commence pas par un couronnement, mais par un avertissement.
un vent hurlant dans les vallées, portant la mémoire de tous les princes gallois tombés avant lui. Quand Llywelyn prit le pouvoir au milieu du XIIIe siècle, le pays de Galles n'était plus une terre d'égal à égal. L'Angleterre était devenue un géant, son ombre s'étendant comme une tempête sur la frontière. Mais Llywelyn, fier, inflexible, rusé, croyait encore que la tempête pouvait être arrêtée. Il naquit dans le chaos, petit-fils de Llywelyn le Grand, dont le rêve d'un pays de Galles uni s'était presque réalisé avant de se briser sous le poids des trahisons. Les princes qui suivirent se déchirèrent pour quelques lambeaux de pouvoir, tandis que l'Angleterre guettait, patiente. Quand Llywelyn ap Gruffudd hérita de Gwynedd, il hérita aussi de l'impossible, rebâtir ce qui avait déjà été perdu. Contrairement à beaucoup avant lui, il comprit que l'épée seule ne sauverait pas le pays. Il joua la diplomatie comme un maître d'échecs, forgeant des alliances, épousant stratégiquement, exploitant chaque faille dans la cour anglaise. Sa montée ne fut pas brutale, elle fut chirurgicale. Pièce après pièce, il reconstitua l'héritage de son grand-père, ralliant les seigneurs non par la force brute mais par la persuasion, et parfois par une intimidation feutrée. En l'an 1258, il devint le dirigeant de fait de presque tout le pays de Galles. On l'appelait Llywelyn le Dernier, non pas encore avec tristesse, mais avec admiration. Il était leur champion, la preuve que le dragon pouvait encore cracher du feu. Et pendant un court et brillant moment, il sembla capable d'y parvenir, un pays de Galles libre et uni, aux côtés de l'Angleterre, mais pas sous son joug. Mais si l'histoire a un rythme cruel, c'était son apogée. De l'autre côté de la frontière, le trône d'Angleterre passa à un homme qui voyait le pays de Galles non comme un voisin, mais comme un problème à éradiquer, Édouard le Ier. Là où Llywelyn était fier et patient, Édouard était méthodique et impitoyable. Leur rivalité devint l'un des grands affrontements du Moyen-Âge, un duel de volonté autant que d'armée. D'abord, Édouard joua l'ami. Il proposa traité, serment, promesse. En 1267, une paix fut signée qui fit de Llywelyn le prince de Galles, de nom, une reconnaissance officielle par la couronne anglaise. Cela aurait dû être une victoire, mais la gentillesse d'Édouard était un piège couvert de parchemin. Les clauses exigeaient soumission, impôt, allégeance. Llywelyn refusa. Il n'avait pas mené la moitié de sa vie de lutte pour devenir le vassal d'un autre. À partir de là, la guerre était inévitable. Et quand elle éclata, ce fut sans précédent. Édouard n'amena pas seulement des soldats, il amena ingénieurs, architectes et maîtres de siège. Vous vous souvenez peut-être des monstres de pierre, ces châteaux normands qui dominaient autrefois la terre. Édouard en construisit de nouveaux, plus grands, plus terrifiants. Beaumaris, Arlec, Caernarfon, une ceinture de forteresses formant son anneau de fer. Chacune une cage qui se refermait sur le dernier prince libre. Llywelyn riposta avec toute sa ruse. Il utilisa le terrain, attaqua les convois par surprise, frappa, puis disparut dans la brume. Les montagnes devinrent son allié, le climat, son arme. Pendant des années, il fit payer à Édouard chaque pouce de terrain conquis. Mais la marée tournait. L'armée anglaise avait le nombre, l'argent, et la machine d'un empire en pleine expansion. Pourtant, Llywelyn refusa de se rendre. Même quand ses alliés trahirent, même quand son propre frère se retourna contre lui, il garda le feu vivant. Il épousa Éléonore de Montfort, une noble au sang rebelle, unissant deux lignées d'insoumission dans un espoir fragile. Leur histoire d'amour, brève et tragique, devint légende, une alliance politique devenue tendresse sincère. Quand Éléonore mourut en couches, quelque chose se brisa en lui. Le prince et le guerrier restaient, mais l'homme derrière la couronne s'effaçait. À l'hiver de 1282, son armée s'amenuisait. Les Anglais avançaient toujours plus, et la trahison rôdait. Un jour, glacé de décembre, Llywelyn descendit au sud pour allier des soutiens, et ne revint jamais. Pris dans une embuscade près de Silmerie, il fut frappé et tué. Sa tête coupée fut envoyée à Édouard, qui l'exposa sur la tour de Londres, coiffé ironiquement de lierre. Le message était clair, le pays de Galles n'avait plus de prince, mais l'histoire n'obéit pas toujours au vainqueur. Sa mort ne tua pas l'esprit gallois, elle le sanctifia. Dans les villages et les tavernes, on chuchotait qu'il reviendrait un jour, comme Arthur, pour libérer sa terre. Sa chute devint prophétie, sa défaite une graine. Des siècles plus tard, quand Owen Glyndŵr leva la rébellion, ce fut dans l'ombre de Llywelyn, portant ce même rêve impossible. Et peut-être que c'est là sa vraie victoire.
Édouard a bâti des forteresses de pierre, mais Llywelyn a bâti quelque chose de plus difficile à détruire, une histoire. Celle du dernier prince qui osa tenir tête à l'Angleterre et qui, en tombant, devint immortel. La rébellion d'Owain Glyndŵr, le roi fantôme qui refusa de se rendre. On dit que chaque nation a son fantôme. Pour le pays de Galles, ce fantôme a un nom, Owain Glyndŵr. C'est le prince qui disparut dans la légende, le rebelle qui s'autoproclama roi d'un pays de Galles indépendant avant de s'évanouir sans laisser de traces. Mais avant de devenir mythe, il était chair et feu, un homme qui osa accomplir ce qu'aucun autre n'avait réussi, unir le pays de Galles sous un seul drapeau et faire trembler le cœur même de l'Angleterre. L'histoire commence au tournant du XVe siècle, quand le pays de Galles vivait encore meurtri mais debout. Les châteaux d'Édouard Ier, ces monstres de pierre à Caernarfon, Conwy, Harlech, rappelaient toujours l'anneau de fer qui avait étranglé son indépendance un siècle plus tôt. Les seigneurs anglais gouvernaient une grande partie des terres, prélevant impôts et imposant leurs lois, tandis que les Gallois vivaient comme des étrangers dans leur propre vallée. Une tension silencieuse planait, lourde comme la brume. Ce n'était pas la paix, juste le calme avant la tempête. Puis vint Glyndŵr. Né noble mais élevé dans les collines galloises, ce n'était pas un rebelle sauvage. Il était instruit, formé au droit anglais, habile en stratégie. Il avait servi les rois d'Angleterre, étudié à Londres, combattu pour eux. Mais l'injustice finit toujours par allumer une étincelle. Le moment décisif arriva lorsqu'un seigneur anglais voisin, Reginald Gray de Ruthen, s'empara de terres appartenant à Glyndŵr et que les tribunaux anglais, sans surprise, donnèrent raison à Gray. L'affront fut plus profond qu'une blessure d'épée. En septembre 1400, Owain se souleva. Il rassembla parents et alliés et frappa en retour. Cet acte simple, reprendre ce qui lui avait été volé, déclencha la dernière grande rébellion galloise. Ce qui avait commencé comme un différend local devint un soulèvement national. Les collines s'illuminèrent de feu, les vallées résonnèrent de chants anciens, et des hommes restés soumis pendant des décennies saisirent les armes. Ils ne voyaient plus seulement un noble protégeant son domaine, ils voyaient renaître un chef qui parlait leur langue, partageait leur sang et refusait de plier. Pour eux, Glyndŵr n'était plus un homme, il était le dragon rouge revenu. Dès l'hiver 1401, Owain Glyndŵr s'était proclamé prince de Galles. Audace folle, la couronne anglaise le déclara traître, mais les Gallois l'appelèrent Tywysoge Cymru, leur vrai prince. Ses troupes frappèrent vite, protégées par montagnes et forêts. Des garnisons anglaises tombèrent, des châteaux furent repris, des villes brûlées. Même Conwy, bastion anglais, tomba aux mains galloises. Pour la première fois depuis des générations, le pays de Galles se redressait. Puis survint un fait extraordinaire. L'espoir franchit les frontières. La France, ennemie acharnée de l'Angleterre, vit en Glyndŵr une chance d'affaiblir son rival et envoya son soutien. Lettres échangées, envoyés diplomatiques, alliances naissantes. Un instant, le vieux rêve de Rodri le Grand, un pays de Galles libre et uni, sembla enfin à portée. Glyndŵr réunit même un parlement, un sénède, à Machynlleth en 1404, où il fut couronné roi de Galles. Imagine ça, une couronne galloise, une cour galloise, une vision de souveraineté galloise. Après des siècles de défaites, le rêve respirait encore, mais les rêves bâtis sous l'ombre des empires ne durent pas longtemps. La couronne anglaise, désormais sous Henri IV, frappa avec cruauté. Villages incendiés, rebelles capturés et exécutés, campagne pour affamer la population. Pourtant, Glyndŵr resta insaisissable, plus esprit qu'homme. Ses troupes se déplaçaient comme la fumée, surgissant et disparaissant avant que les Anglais puissent les atteindre. Déjà, il devenait un fantôme vivant. Même quand la chance tourna, il ne céda pas. Un à un, ses alliés furent défaits, ses châteaux repris. La famine gagna les campagnes. Les Français se retirèrent, l'étau anglais se resserra, mais Glyndŵr refusa de plier. Sa famille souffrit, sa femme et ses filles furent capturées et enfermées à la tour de Londres, mais lui continua le combat, non pour la vengeance, mais pour une idée. Le pays de Galles n'était pas pour lui qu'une terre, mais une mémoire, une voix qui refusait d'être réduite au silence. En 1411, la rébellion s'éteignait. Les dernières places fortes tombèrent, les chefs se dispersèrent. L'Angleterre mit pris sur sa tête. Personne ne le livra. Les chroniqueurs écrivirent qu'il disparut dans la brume.
Certains disent qu'il mourut caché, d'autres qu'il vécut sous un déguisement, protégé par ses fidèles dans les collines de Powys. Mais nul ne retrouva son corps, et ce vide fit naître la légende. Et les légendes ont du pouvoir. Les rois anglais qui voulurent l'effacer le rendirent immortel. Pendant des siècles, les poètes gallois chantèrent Glyndŵr comme Imab d'Arrogan, le fils du destin qui reviendrait quand son peuple l'appellerait. Aujourd'hui encore, son nom porte cette électricité étrange, un rappel que la liberté, une fois rêvée, ne meurt jamais vraiment. Marche dans les ruines de ses forteresses, Harlech, Dolvidelan, Sicart, et tu croiras entendre encore des bannières claquer, des sabots résonner dans la boue, des voix crier à la fois victoire et désespoir. Sa rébellion échoua politiquement, mais elle réussit à offrir bien plus, un mythe indestructible, une mémoire de défiance que même la défaite n'a pas pu éteindre. Les chroniqueurs anglais l'appelèrent hors-la-loi, traître, sorcier, incapable de choisir entre haine et peur. Mais pour les Gallois, il était celui qui leur rappela ce que signifiait être libre. Ne serait-ce qu'un instant. Owain Glyndŵr n'a pas disparu. Il s'est fondu dans la terre même, caché dans les brumes, endormi sous les montagnes, attendant que son peuple ait besoin de lui. Voilà pourquoi on l'appelle encore le roi fantôme. Certains esprits ne hantent pas le passé, ils protègent que l'avenir. Une nouvelle couronne, un vieux pays, le pays de Galles sous la loi et le pouvoir anglais. Tout commença sans feu ni cri de guerre, mais avec du papier, du parchemin scellé de cire rouge, écrit dans une langue que la plupart des Gallois ne pouvaient même pas lire. Pas de fracas de sabots, pas de choc d'épée. Juste une conquête silencieuse et bureaucratique. Après des siècles de sang et de rébellion, la couronne anglaise avait trouvé une arme plus tranchante que n'importe quelle lame, la loi. En l'an 1284, le dragon rouge était tombé. Llywelyn ap Gruffudd, dernier prince d'un pays de Galles indépendant, gisait mort près de Silmerie, sa tête brandie sur la lance d'Édouard Ier à Londres. Mais même vainqueur, Édouard savait que le pays de Galles n'était pas vraiment à lui, pas encore. Les armées pouvaient briser un corps, mais pour briser une âme, il fallait des règles, des systèmes, des chaînes de papier déguisées en ordre. Ainsi commença la seconde conquête du pays de Galles, celle du parchemin et de la couronne. L'idée d'Édouard était simple et terrifiante, effacer l'idée même d'indépendance galloise sans jamais la nommer. Plutôt que d'annexer le pays d'un seul bloc, il le découpa, tranchant ses anciens royaumes en unités administratives, chacune gouvernée par un shérif ou un connétable anglais. Ce n'étaient pas de simples officiers, c'étaient des gardiens de l'obéissance. La loi anglaise remplaça la coutume galloise. La langue anglaise supprima les décrets gallois. Chaque jugement, chaque amende, chaque serment devait désormais passer par la langue du roi. Les fières traditions juridiques d'Iwel Deda, la bonne loi qui avait jadis régi les vallées avec équilibre et équité, furent méprisées comme des vestiges primitifs. Pour le peuple gallois, le changement fut plus qu'une affaire politique. Ce fut un étouffement culturel. Du jour au lendemain, tout ce qui était familier, droit foncier, coutume d'héritage, loi sur le mariage, fut réécrit par des étrangers. Jadis, la loi galloise reconnaissait les droits de propriété des femmes, compensait équitablement les blessures, honorait la famille. Sous la loi anglaise, les femmes perdirent des droits qu'elles détenaient depuis des générations, les amendes devinrent des punitions, et la justice ne fut plus partagée, elle fut imposée. Et pourtant, la couronne anglaise ne régnait pas seulement avec tribunaux et scribes. Elle régnait avec des symboles. Les châteaux qu'Édouard fit construire, Caernarfon, Conwy, Harlech, devinrent non seulement des forteresses, mais des capitales administratives. Ils dominaient la vie galloise comme des juges de pierre. Des soldats anglais patrouillaient les marchés, des marchands anglais contrôlaient les échanges, et des maires anglais imposaient les couvre-feux qui tenaient les Gallois hors des murs après la nuit. L'ancienne noblesse du pays, jadis prince sans couronne, dut s'agenouiller comme de simples lords sous la couronne anglaise. Certains le firent pour gagner des faveurs, d'autres en silence, attendant l'heure de frapper. Mais le geste le plus habile arriva en 1284, quand la reine Éléonore de Castille donna naissance à un fils, au château de Caernarfon même. Les cris du nouveau-né résonnèrent comme une prophétie. Édouard déclara plus tard que le pays de Galles avait désormais un prince, né parmi eux, qui ne parlait pas un mot d'anglais. Une ironie cruelle, un symbole de fierté galloise retourné en marque de soumission. Cette tradition du prince de Galles anglais perdure encore aujourd'hui. Les Gallois, pourtant, n'étaient pas dupes. Sous la surface, la colère couvait.
les bardes transformèrent de leur chagrin en chant, leur rage en poème. Leurs mots, voilés de métaphores, passaient de foyer en foyer, rappelant qu'une nation pouvait vivre sans trône. En secret, on comptait encore les histoires de Llywelyn et d'Owain Gwynedd comme des prières. Le peuple se souvenait, même si la couronne voulait l'effacer. Et pourtant, tout n'était pas noir ou blanc. Certains seigneurs gallois virent une chance dans ce nouvel ordre. Les marchés lords, mi-normands, mi-gallois, prospérèrent aux marches frontières. Ils jouaient double jeu, servant les rois anglais, tout en protégeant discrètement leurs terres ancestrales. Le pouvoir avait changé de main, mais la ruse permettait encore de se faire une place entre deux couronnes. Ces familles frontalières gardèrent vivante la culture galloise, par la langue, la musique et un refus obstiné de disparaître. Le système légal d'Édouard, plus tard formalisé par son petit-fils Édouard le III, créa ce qu'on appela la principauté de Galles. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce n'était pas une principauté gouvernée par un prince du peuple, c'était un territoire occupé sous la volonté anglaise. Les tribunaux parlaient de justice, mais pour le simple fermier gallois, cette justice était coûteuse et étrangère. Si un Anglais tuait un Gallois, la peine était plus légère que l'inverse. Ce n'était pas la justice, c'était la hiérarchie déguisée en ordre. Et pourtant, les Gallois tinrent bon. Les siècles suivants virent éclore de petites révoltes, étincelles de résistance, dont la plus grande fut celle de Owain Glyndŵr au début du XVe siècle. Il se leva non seulement avec des armes, mais avec la promesse de rendre aux valets leurs lois, d'arracher les papiers d'Édouard et de réécrire la liberté sur la terre. Mais ce rêve brûla trop fort et trop vite. Pour l'instant, le pays de Galles a pris l'art de survivre. Sous la loi anglaise, les villages gallois continuaient de chuchoter dans leur langue. Ils chantaient leurs vieux airs, gravaient des dragons sur les poutres de leurs chapelles, transmettaient des légendes au coin du feu. La loi anglaise pouvait dicter leurs impôts, leurs frontières, leurs noms, mais pas leur imagination. Cette résistance silencieuse, née à l'ombre de la couronne, allait durer plus longtemps que des empires. Si vous marchez aujourd'hui dans Caernarfon, sous les murs qu'Édouard fit bâtir, vous verrez un drapeau gallois flotter aux côtés du drapeau anglais. Les pierres se souviennent de la conquête, mais l'air porte autre chose, l'endurance. Le même vent qui sentait autrefois le sang, et l'encre transporte désormais la voix d'un peuple qui a refusé de disparaître. Une nouvelle couronne s'était emparée d'un vieux pays, mais l'âme de ce pays, tenace, poétique, indomptable, n'appartint jamais à aucun roi. Des ruines de Rome aux tribus rebelles, quand le chaos a forgé une nation. Tout a commencé dans un silence épais, celui qui tombe après l'effondrement d'un monde immense. Quand les légions de Rome ont quitté la Bretagne au début du Ve siècle, elles ont laissé derrière elles un fantôme d'ordre. Les routes s'étiraient encore comme de vieilles cicatrices. Les villas tombèrent sous la pluie, et les derniers gouverneurs romains embarquèrent en promettant de revenir. Ils ne sont jamais revenus. Et dans ce vide, le pays de Galles, ou ce qu'il deviendrait, s'est retrouvé au bord du chaos. Pendant des générations, Rome avait été l'épine dorsale de l'île. Quand cette colonne s'est brisée, tout s'est morcelé. Les villes se sont vidées, le commerce s'est éteint, les gens ont fui vers les collines. Mais voilà le paradoxe. Ce chaos n'a pas détruit l'esprit gallois, il l'a forgé. Dans ces montagnes et vallées, de nouveaux chefs ont surgi, non des empereurs en armure dorée, mais des chefs locaux, enracinés dans la terre. Ils descendèrent des Bretons romanisés qui refusaient de disparaître. Imagine, un monde où le latin résonne encore dans les prières, mais où les épées règlent désormais les différends. Les forts deviennent refuges. Les anciennes fidélités tribales, longtemps enfouies sous la loi romaine, refont surface. Chaque vallée, chaque sommet devient un royaume miniature, fragile mais farouchement indépendant. Gwynedd, Powys, Dyfed, des noms qui rempliront plus tard les chants des poètes, naissent d'abord comme de simples bastions de survie. Leurs chefs ne revendiquent pas l'héritage de Rome. Ils revendiquent la protection de l'âme de leur peuple. Tandis qu'à l'est, l'Angleterre tombe peu à peu sous les vagues saxonnes. Le pays de Galles s'accroche à sa sauvagerie. La terre elle-même façonne les hommes. Les montagnes les séparent, certes, mais elles les sauvent aussi. Les routes romaines n'ont pas percé les cols abrupts, et les armées saxonnes n'y ont trouvé que peu d'attrait. Cet isolement a offert aux Gallois un luxe rare dans ce monde post-romain, le temps. Le temps de bâtir leur propre civilisation à partir des ruines. On oublie souvent une image, une petite église de pierre sur une colline battue par le vent, sa cloche coulée dans du métal romain fondu.
Dans ce son, on devine la naissance d'une identité nouvelle, une foi chrétienne mêlée à une obstination native. Ces premières communautés galloises mêlèrent le sacré à la ténacité. Leurs moines copièrent les écritures dans des villas à demi effondrées. Leurs guerriers gravèrent des croix sur d'anciens menhirs païens. Du naufrage de l'Empire, ils ont tiré un fil de continuité, un pont entre le monde classique et un nouvel âge celte. Mais ne confonds pas cette renaissance avec la paix. Les tribus du pays de Galles médiéval naissant étaient fières, et la fierté engendre souvent des conflits. Les alliances changeaient comme la brume. Des royaumes surgissaient et disparaissaient en une génération. Vengeance, trahison, mariage d'intérêt, tout se jouait dans un paysage qui unissait autant qu'il divisait. Pourtant, même au cœur des querelles, quelque chose de puissant prenait forme, une identité partagée. Elle ne s'écrivait pas dans une constitution, ni ne se proclamait dans une grande assemblée. Elle se murmurait dans les anciens chants brittoniques, portés par les bardes qui passèrent de cour en cour, tissant un sentiment d'appartenance là où il n'y avait que la survie. Ces chants parlaient de héros qui combattaient, non pour un empire, mais pour leur foyer. Et à travers ces histoires, un peuple épars commençait à se rappeler qui il était. Bien sûr, on ne les appelait pas encore Gallois. Ce mot, qui signifiait étranger en langue saxonne, viendrait plus tard, d'abord comme une insulte, puis comme un étendard. Pour l'instant, ils étaient simplement les Cymri, compagnons, compatriotes. C'est l'un des premiers frémissements d'une conscience nationale en Europe. Des cendres de Rome, ces tribus éparses ont commencé à sentir qu'elles partageaient quelque chose de sacré, la terre elle-même. Et cette terre allait bientôt tout leur demander, car au-delà de la frontière orientale, de nouvelles forces s'organisaient, impitoyables, disciplinées, avides de conquête. Mais avant ces invasions, avant que les tours normandes ne projettent leur ombre sur les vallées galloises, il y eut cet instant brut de création. Un peuple libéré de l'Empire, sans légion pour le protéger, forcé de devenir sa propre défense. On le ressent encore dans les ruines de Caerwen ou de Segontium, ces murs romains toujours debout, rapiécés par des hommes qui ne connaissaient plus César. Ils n'en avaient pas besoin. Ils construisaient quelque chose de plus ancien, de plus sauvage. Et si l'histoire appelle souvent cette époque les âges sombres, au pays de Galles, c'était plutôt une longue aurore, lente, incertaine, mais magnifique dans sa défiance. De l'effondrement de Rome est née une forme de renaissance, une nation pas encore nommée, mais déjà vivante. Et la suite, elle appartient aux rois des montagnes, ces princes guerriers qui allaient surgir du chaos et façonner l'âme même du pays de Galles. Mais ce récit viendra plus tard, quand la brume se lèvera et que résonneront les tambours des princes de la brume. Les princes de la brume, les rois guerriers qui régnèrent sur les montagnes. On dit que dans les montagnes du pays de Galles, le vent chuchote encore des noms enfouis, mais jamais perdus. Si tu te tiens dans la brume de Snowdonia à l'aube, tu sens presque que l'air se souvient. On devine l'écho du fer, le cri d'un corps de guerre, le battement d'hommes qui croyaient même que les montagnes elles-mêmes étaient à leur armure. C'étaient les princes de la brume, des rois guerriers qui régnaient non depuis des trônes d'or, mais depuis des crêtes de pierre et de légendes. À cette époque, le pays de Galles n'était pas un pays. C'était une mosaïque, sauvage, fragmentée, splendide. Chaque vallée était un monde, chaque tribu un royaume. Gwynedd, Powys, Deheubarth, des noms qui roulèrent comme le tonnerre sur les collines. Et dans ces terres brisées, le pouvoir ne se transmettait pas paisiblement. Il se prenait, la lame d'abord, le serment ensuite. Pour régner ici, il fallait le mériter par le sang et la tempête. Leur royaume n'avait ni or ni soie en abondance. Ce qu'ils possédaient, c'était la fierté, la loyauté et des reliefs si farouches qu'ils devenaient leur plus grande arme. Tandis que les Saxons avançaient depuis l'Est et que des pillards irlandais testèrent les côtes, les princes gallois apprirent à se fondre dans le paysage. Ils ne combattaient pas seulement dans les montagnes, ils étaient les montagnes. La brume était leur allié, les falaises leur forteresse. Une armée pouvait s'aventurer dans une vallée et n'en jamais ressortir intacte. Prends l'histoire de Maelgwn Gwynedd, l'un des premiers de ces seigneurs des hauteurs. Sa cour à Deganwy dominait l'estuaire de la Conwy comme un veilleur. Les chroniques le décrivent que brillant, imprévisible, redouté autant par ses alliés que ses ennemis. Certains l'appelaient le dragon de l'île. D'autres disaient qu'il était maudit. On raconte qu'il trahit les siens, conquit ses voisins et mourut d'une peste divine. Mais son ombre demeura,
donnant le ton à chaque prince après lui, éclat, mêlé de danger, courage, teinté de destin tragique. Des générations plus tard vinrent d'autres figures, comme Rodri Maur, dont la vision mérite son propre récit. Mais pour l'instant, retiens que ces premiers princes ne voulaient pas seulement survivre. Ils rêvaient d'unité, un rêve plus vaste que n'importe quelle forteresse de montagne. Mais l'unité, au pays de Galles, c'était comme saisir la brume, magnifique, proche, et pourtant insaisissable. Leur force venait moins d'armées immenses que de fidélité farouche, intime, souvent scellée par le sang. Chaque chef, chaque fermier armé, chaque barde qui chantait leur nom faisait partie d'un même mythe vivant. Quand les envahisseurs anglais ou normands arriveraient tous plus tard, et ils arriveraient, ces liens seraient à la fois la plus grande force des princes et leur fragilité. Car une loyauté née de la fierté peut unir une nation, ou la briser. Mais en ce premier âge, avant que les châteaux de pierre ne griffent le paysage, les souverains gallois vivaient avec la nature, non au-dessus d'elle. Leurs halls étaient de bois, la fumée des foyers s'élevait comme des braises dans la nuit. Ils festoyaient au son des harpes, récitaient leur lignée comme si la mémoire était un bouclier. Pour eux, l'ascendance n'était pas de la nostalgie, c'était une preuve de droit, de destin. Chaque enfant apprenait qu'il descendait de héros, chaque chanson rappelait qu'être gallois, c'était défendre l'idée même de liberté. Il y a quelque chose de troublant dans cela, n'est-ce pas? L'idée qu'un peuple puise sa force dans sa terre même, non dans un empire, mais dans l'appartenance. Ces princes régnaient sur des vallées taillées par la glace et les rivières, et chaque victoire était aussi éphémère que la brume du matin. Mais cette fragilité donnait un poids immense à leur courage. Ils savaient que le monde au-delà des montagnes changeait, les empires se levaient, les frontières bougeaient, mais ici, sous le ciel gris du Cymru, la lutte ne cessait jamais vraiment. Écoute les vieilles légendes, elles disent que les princes ne sont pas partis. Certains croient qu'ils dorment sous les collines, attendant l'appel du dragon rouge. Peut-être n'est-ce qu'un conte, ou peut-être est-ce la mémoire qui refuse de mourir. Quoi qu'il en soit, la brume descend toujours des sommets au crépuscule, drapant les vallées comme un linceul, et dans ce silence doux, tu peux presque entendre des sabots frapper la pierre, lointains, mais réguliers. Les princes de la brume ont régné sur un monde entre mythe et histoire, à moitié souvenir, à moitié invention, mais toujours vivant dans l'âme du pays de Galles. Leur héritage n'a pas été gravé dans le marbre ni écrit en latin. Il s'est transmis en chansons, en récits, dans le battement têtu d'une nation qui refusait de s'éteindre. Et c'est peut-être cela, leur vraie force. Même quand leurs trônes se sont effondrés, leur esprit est resté. Car ici, dans ces montagnes, les légendes ne meurent pas. Elles attendent simplement que la brume se relève. L'arrivée des Normands et la naissance de l'âge des châteaux. Cela ne commença pas par des éclairs ni des cris de guerre, mais par des navires, voiles sombres coupant les eaux grises du canal de Bristol. Pour les Gallois, ils semblèrent venir d'un autre monde. Pour les Normands, c'était une chance, une terre indomptée, des princes éparpillés, aucun pouvoir central pour les arrêter. Nous étions à la fin du XIe siècle, et les secousses de la conquête normande de l'Angleterre atteignaient les montagnes du pays de Galles. Ce qui commença par de simples raids devint bientôt l'un des tournants les plus marquants de son histoire, la naissance de l'âge des châteaux. Les Normands avaient déjà remodelé l'Angleterre avec une rapidité effrayante après la victoire de Guillaume le Conquérant à Hastings. Ils bâtirent des forteresses de pierre comme des graines de contrôle, chacune devenant un nouveau centre de pouvoir. En regardant vers l'ouest, ils virent une terre moins organisée mais farouche. Un patchwork de royaumes gallois accrochés à leur indépendance. Les vaincre au combat ne suffisait pas. Pour tenir le pays de Galles, il fallait quelque chose de plus permanent. Alors les Normands apportèrent leur arme la plus redoutable, le château. Au début, ils avancèrent tous prudemment. Des seigneurs comme Guillaume Fitz-Osbern pénétrèrent les marches, construisant des fortins en bois, mottes et basses-cours, qui s'élevaient presque du jour au lendemain. Pour les Gallois, ces structures semblaient surnaturelles, des dents étrangères mordant la terre. Depuis ces bastions, les Normands pouvaient lancer des attaques, prélever des impôts et surveiller chaque mouvement. Les Gallois résistèrent, bien sûr. Ils l'ont toujours fait. Les raids allèrent dans les deux sens, des forteresses brûlèrent, les montagnes résonnèrent de leur colère. Mais les Normands misaient moins sur le courage que sur la stratégie. Chaque fois qu'un château tombait, un autre surgissait, plus grand, plus solide, plus proche du cœur du pays. Ce n'était pas seulement de la guerre,
C'était de la psychologie. Une tour de pierre sur une colline disait à tous « Nous sommes ici désormais. Cette terre nous obéit. » Puis vinrent les grands seigneurs maritimes des Marches. Ces hommes régnaient presque comme des rois. La couronne anglaise leur donnait des pouvoirs immenses pour conquérir et s'étendre. Les frontières devinrent un laboratoire sauvage d'ambition normande. Chaque château marquait non seulement un territoire, mais une identité. Chepstow, dressé au-dessus de la Wye, fut l'une des premières grandes forteresses de pierre de Bretagne. Ses murs proclamaient « Ici, c'est désormais normand ». Mais ce qui surprend, c'est que les Normands n'écrasèrent pas seulement. Ils apprirent. Ils s'adaptèrent au relief gallois, bâtissant des forteresses qui épousaient falaises, rivières et vallées. Certains épousèrent même des familles aux nobles galloises, brouillant les frontières entre conquérants et seigneurs locaux. Ces nouveaux chefs devinrent un mélange étrange, normands en armure, mais à moitié gallois de cœur. Cette hybridation allait façonner les luttes du siècle suivant. Pour le peuple, cependant, le choc fut brutal. Les impôts montèrent, les terres changèrent de main du jour au lendemain. Ce qui appartenait au clan devint propriété étrangère, et les châteaux s'élevèrent comme des rappels quotidiens de cette nouvelle domination, des ombres massives sur des villages autrefois libres. Si tu traverses aujourd'hui le pays de Galles et que tu vois ces ruines sur les collines, tu regardes les ossements de cette première vague de conquête. L'âge des châteaux n'était pas qu'une question de pierre, c'était un système de contrôle. Chaque tour, chaque pont-levis, chaque mur créait un maillon d'une chaîne qui s'enroulait peu à peu autour du pays de Galles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car chaque forteresse construite éveillait aussi la résistance. Les Gallois apprirent, s'adaptèrent et frappèrent à leur tour. Ils commencèrent à comprendre le château non plus comme un ennemi, mais comme une arme qu'ils pouvaient aussi utiliser. Mais cela viendra plus tard, quand des hommes comme Owain Gwynedd et Llywelyn le Grand défieront tout ce que les Normands avaient bâti. Pour l'instant, les envahisseurs avaient l'avantage. Ils avaient apporté non seulement des soldats et des pierres, mais une nouvelle manière de penser le pouvoir, centralisé, fortifié, implacable. Au lever du XIIe siècle, le pays de Galles n'était plus un assemblage de royaumes isolés. Il était devenu un champ de bataille fait de pierres et d'identité. Les châteaux qui marquent encore son paysage aujourd'hui sont plus que des ruines. Ce sont des instants figés, nés d'une époque où l'ambition arrivait à cheval et gravait son nom dans les falaises. Les Normands n'ont pas conquis le pays de Galles seulement avec des épées, ils l'ont conquis avec des murs. Et ces murs, eux, allaient résonner pendant des siècles. Monstres de pierre. Comment les châteaux normands ont écrasé et contrôlé les Gallois. Ils surgissaient de la terre comme quelque chose d'inhumain, froid, gris, inflexible. Pour un villageois gallois au XIIe siècle, un château normand n'était pas qu'un bâtiment. C'était un avertissement gravé dans le ciel. On pouvait le voir à des kilomètres, une bête de pierre tapie à l'horizon, surveillant chaque geste. À chaque fois que son drapeau claquait au vent, il murmurait le même message « Tu n'es plus libre ». Quand les Normands arrivèrent après leur conquête de l'Angleterre, ils ne vinrent pas seulement avec des soldats et de l'acier, ils apportèrent l'architecture comme arme. Au pays de Galles, cette arme trouva un terrain parfait. Ces châteaux n'étaient pas faits pour être beaux ou confortables, ils étaient des instruments de peur, conçus pour briser la volonté d'un peuple qui refusait de plier. Au début, les Gallois ne savaient qu'en penser. Ils avaient déjà combattu des envahisseurs, romains, saxons, vikings, mais ces ennemis repartaient, disparaissant vers la mer ou les plaines. Les Normands, eux, bâtissaient. Ils plantèrent leurs droits de conquête dans la pierre, bloc après bloc, colline après colline. Un fort de bois pouvait brûler, un donjon de pierre pouvait durer pour toujours. La première vague de châteaux, comme Chepstow et Cardiff, apparut presque du jour au lendemain, dominant rivières et vallées. Ils s'élevaient là où les routes se croisaient, où passait le commerce, où la rébellion pouvait éclore. Chacun devenait un air dans un système de contrôle qui s'étendait. Le mot gallois pour château, castel, entra dans la langue comme une cicatrice. On imagine ce que ressentait un chef local levant les yeux vers ses murs pour la première fois, la sensation que la terre elle-même avait été capturée. Les Normands comprenèrent la psychologie autant que la guerre. Ils ne se contentaient pas de conquérir le territoire, ils s'emparèrent de l'imaginaire. Voir un château, c'était sentir le poids du pouvoir, même sans jamais croiser l'armée derrière. Et ce n'était pas que des forteresses, c'était des proclamations. Les Normands bâtissaient haut et fort,
choisissant des sites qui dominaient le paysage, falaises, gués de rivières, ruines d'anciens forts gallois. C'était une humiliation voulue. Ton vieux bastion remplacé par leur tour et portes froidement géométriques. Même les pierres semblaient étrangères, taillées, rangées, dociles sous le ciseau. Pourtant, malgré leur arrogance, les Normands n'étaient jamais en sécurité. Les montagnes galloises engloutissèrent des armées entières. La guerre de harcèlement devint la spécialité des Gallois. Raids éclairs, embuscades, attaques nocturnes. Les Normands répliquaient à leur façon, en bâtissant encore plus. Chaque rébellion était punie d'un nouveau château, jusqu'à ce que la terre en soit hérissée comme une couronne d'épines. Certains de ces châteaux commençaient par de simples mottes féodales en bois, montées en quelques semaines. Si elles tenaient, on remplaçait le bois par la pierre. Ce passage avait un sens. L'oppression temporaire devenait permanente. Pour les Gallois, c'était comme voir leur résistance se fossiliser sous leurs yeux. Mais l'histoire n'est pas totalement à sens unique. Peu à peu, les princes gallois apprirent ces mêmes méthodes. Ils bâtirent leur propre forteresse de pierre, non pour soumettre, mais pour se protéger. Quand nous atteindrons l'ère d'Owain Gwynedd, on verra comment la leçon se retourna, comment les outils du contrôle devinrent des armes de rébellion. Mais à ce moment du récit, les châteaux restaient aux mains de l'ennemi. À l'intérieur de ces murs, la vie des conquérants oscillait entre luxe et méfiance. Les seigneurs normands dînaient dans de grandes salles décorées de tapisseries venues de France, mais dormaient un œil ouvert, sachant que les collines regorgeaient d'espions. Chaque lever de soleil pouvait annoncer un raid, chaque ombre cachait un poignard. Alors, les châteaux grossirent, murs plus épais, défenses en cercle, herses, murder hole et portes conçues pour piéger l'assaillant. L'architecture elle-même naissait de la peur. On peut encore marcher dans ces couloirs glacés et étroits où l'écho porte la tension d'autrefois. Mais peut-être que le plus grand génie cruel du château normand, c'était sa permanence. Longtemps après les batailles, les murs restèrent. Ils remodelèrent la société galloise. Les villages poussèrent à leur ombre faute de choix. Commerce, impôts, justice passaient désormais par la porte du château. Ce n'était plus seulement une forteresse, c'était le centre d'un nouvel ordre. Les Normands n'ont pas seulement gagné par l'épée, ils ont gagné par la structure. Les châteaux rendirent la rébellion visible, et donc contrôlable. Ils morcelèrent la terre, brisèrent les liens entre clans et forçaient les fiers montagnards à l'obéissance. Chaque nouvelle tour était un clou dans le cercueil de l'ancienne indépendance. Pourtant, même quand ces monstres de pierre resserraient leur emprise, l'esprit gallois ne mourut pas. Les chants parlaient encore de liberté, de héros qui un jour abattraient de ces murs. Ces chants étaient hors des armes invisibles, portés de vallée en vallée, semant la graine des futures révoltes. Car un jour, des siècles plus tard, une bannière galloise se lèverait à nouveau face aux tours qui voulaient l'enfermer. Mais ceci est une autre histoire, quand l'anneau de fer du pouvoir se refermera, et que viendra l'épreuve ultime de la défiance. Pour l'instant, il ne reste que le vent sifflant dans les créneaux brisés, le souffle d'un peuple qui a survécu à ses conquérants, même entouré de pierres. Le prince qui a presque gagné, Llywelyn le Grand et son rêve impossible. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais parfois, elle est tentée par ceux qui ont presque triomphé. Peu de figures hantent l'histoire du pays de Galles comme Llywelyn le Grand, le prince qui s'est approché plus que quiconque avant lui de transformer le rêve brisé de Rhodri en réalité. Sa vie fut un fil tendu entre triomphe et tragédie, un homme qui a bâti un royaume à partir du chaos pour finir par comprendre que son plus grand ennemi était le pouvoir lui-même. Llywelyn ap Iorwerth est né dans la tourmente. Quand il poussa son premier cri, à la fin du XIIe siècle, le pays de Galles était découpé comme une carte de rancune. Les seigneurs normands avaient planté leur château profondément dans la terre, des dents de pierre mordant le sol gallois, tandis que les princes locaux s'affrontaient pour des miettes de pouvoir. Gwynedd, la terre de Llywelyn, était censée être forte, mais même elle se déchirait à cause des rivalités familiales et des trahisons. À peine adolescent, il commença à tracer son chemin vers le pouvoir. Imaginez ça, un garçon, né au milieu d'oncles perfides et de loyautés brisées, qui songe déjà à unir une nation. Mais Llywelyn avait quelque chose que les autres n'avaient pas, une vision, de la patience et un charisme dangereux. Il savait transformer des ennemis en alliés et faire disparaître ses adversaires dans l'oubli. Lentement, méthodiquement, il reprit ce qui avait été perdu, non par la seule force brute, mais par la ruse. Lorsqu'il monta sur le trône de Gwynedd,
Ce n'était pas seulement la victoire d'un homme, c'était une renaissance pour tout le pays de Galles. Il reconstruisit des alliances, redessina les frontières et accomplit ce que personne n'avait vraiment réussi depuis Rodri. Il fit plier les autres princes gallois sous son autorité. Même les chroniqueurs, souvent favorables à l'Angleterre, ne purent le nier. Llywelyn n'était pas juste un prince, il était un roi, sans le titre. Mais voilà ce qui le rendait vraiment extraordinaire. Il comprenait le pouvoir comme peu de ses contemporains. Il savait quand se battre et quand s'incliner. Il signait des traités avec la couronne anglaise quand cela l'arrangeait, puis les brisait quand l'occasion se présentait. Il épousa Jeanne, la fille illégitime du roi Jean d'Angleterre, un geste qui choqua les deux cours. Pour les Anglais, cela ressemblait à de la loyauté. Pour Llywelyn, c'était une stratégie. Grâce à elle, il gagna non seulement la paix, mais aussi une légitimité, celle qui pouvait protéger Gwynedd pendant qu'il la renforçait de l'intérieur. Et pourtant, au sommet de sa gloire, les fissures commencèrent à apparaître. Le pouvoir a cette façon cruelle de transformer les alliés en rivaux et les fils en menaces. Sa relation avec son fils aîné, Gruffudd, devint l'une des grandes tragédies de son règne. Un conflit entre amour, peur et ambition. Gruffudd voulait sa liberté, mais Llywelyn voyait en lui un danger. Il enferma son propre fils pour protéger l'unité fragile qu'il avait mis des décennies à bâtir. Ce n'est pas le genre de décision qui fait des héros, c'est celle qui crée des légendes, les tragiques. Pendant ce temps, les rois anglais observaient. D'abord Jean puis Henri le III, chacun attendant que Llywelyn fasse un faux pas. Et finalement, il en fit un. La paix qui protégeait Gwynedd commença à s'effriter, et avec elle, l'illusion du contrôle. Pourtant, quand on regarde ce qu'il a accompli, c'est vertigineux. Pendant un court instant doré, le pays de Galles tout entier fut uni sous sa bannière. Des montagnes de Snowdonia à la rivière Severn, des plaines côtières aux frontières hérissées de châteaux normands. Il avait forcé des rois à négocier, des seigneurs à plier le genou, et des poètes à chanter son nom avec admiration. Le rêve que Rodri avait commencé des siècles plus tôt avait enfin pris forme, mais comme tous les rêves fragiles, il ne pouvait durer. Quand Llywelyn mourut en l'an 1240, l'unité qu'il avait façonnée avec son sang et son génie se désagrégea presque aussitôt. Ses héritiers reçurent non pas sa sagesse mais ses guerres, et bien que son petit-fils, Llywelyn ap Gruffudd, tente plus tard d'achever son œuvre, cette histoire, celle du dernier prince et de la chute de la liberté, serait plus sombre, plus douloureuse. Mais en Llywelyn le Grand, le pays de Galles eut son plus bel éclat de ce qui aurait pu être. Il n'a pas seulement régné, il a fait croire. Pendant une génération éphémère, les vallées et les châteaux de Cymru portèrent le même nom, suivirent la même bannière, rêvèrent le même rêve. Couronne contre croix, quand la religion devint une arme secrète de pouvoir. Pendant des siècles, les Gallois ont cru que leur foi était leur bouclier. Bien avant que les cathédrales normandes n'élèvent leurs pierres, le christianisme gallois était sauvage, poétique et profondément enraciné. Il n'était pas dirigé depuis Rome ou Cantorbéry, mais par de petits monastères nichés dans les vallées verdoyantes, des lieux où les moines priaient dans la langue ancienne, copiaient les textes sacrés à la lueur des chandelles et parlaient un sainte qui marchait dans les Pyrénées à travers les tempêtes. Ici, la foi n'était pas une hiérarchie, c'était un cœur battant. Mais quand les Normands arrivèrent, la croix changea de visage. D'un réconfort, elle devint complice de la couronne. Voyez-vous, conquérir par l'épée est bruyant, brutal, évident. Mais conquérir par la foi, c'est plus silencieux, plus doux et bien plus durable. Les Normands l'avaient parfaitement compris. Ils savaient que si l'on pouvait capturer l'âme d'un peuple, il n'était plus nécessaire de se battre pour son corps. La religion devint leur armée invisible, des évêques à la place des chevaliers, des cathédrales à la place des châteaux. Le premier pas fut subtil. Les rois et seigneurs normands commencèrent à nommer leurs propres évêques dans les diocèses gallois. Des hommes fidèles à la couronne remplacèrent les abbés locaux qui ne servaient autrefois que le Tout-Puissant et la communauté. Ces nouveaux clercs parlaient latin, non gallois, et leur cœur était tourné vers l'Angleterre. Les sermons changèrent peu à peu. Les prières, les dîmes, même le calendrier des fêtes s'aligna doucement sur les usages anglais. Pour un paysan agenouillé dans une chapelle glaciale, cela semblait peut-être insignifiant. Mais au fil du temps, la langue même du ciel s'éloignait du foyer pour se tourner vers le conquérant. Puis vinrent les cathédrales. Elles s'élevèrent comme des sermons de pierre, immenses, ordonnées, intimidantes. Saint David's,
Saint-Asaph, Bangor, Llandaff. Chacune fut redessinée, fortifiée, remodelée sous influence normande. Si le château disait « Tu es dominé », la cathédrale disait « Tu es choisi, mais seulement à travers nous ». La foi redevenait architecture, une autre forteresse. Couronne et croix se dressèrent côte à côte, redessinant le paysage et les esprits. Les religieux gallois qui résistèrent furent écartés discrètement ou traités d'hérétiques. Les anciennes traditions celtiques, les chants, les prophéties, les saints plus humains que saints, furent jugées primitives. Rome voulait l'ordre, pas la poésie. Mais le pays de Galles était fait de poésie. Alors, quand les Gallois entendirent des prêches sur l'obéissance, sur l'ordre divin qui place les rois au-dessus du peuple, ils comprirent le message derrière les Écritures. La religion était devenue la politique habillée de robes sacrées. Et pourtant, la foi n'a jamais été facile à dompter. Sous les cathédrales normandes, les vieilles histoires survécurent. Elles chuchotaient encore dans les chants des bardes et les récits au coin du feu. On continuait de nommer ces saints, Iltude, Benoît, non, tout en s'agenouillant devant des autels étrangers. En secret, la foi devint résistance. Là où l'Église prêchait la soumission, les poètes chantaient la justice divine, celle qui soutient les opprimés, pas les conquérants. Parfois, le masque tombait, quand les impôts, pour l'Église, ressemblaient étrangement à un tribut pour la couronne anglaise, quand les évêques parlaient plus de terre que de salut. Les Gallois commencèrent à voir clair. La croix, jadis symbole d'unité, avait été retournée en outil de domination. Même des rois comme Llywelyn le Grand, qui tentaient de composer avec l'Église, se retrouvaient piégés dans ce double jeu, bénis un jour, condamnés le lendemain. À l'époque de Llywelyn ap Gruffudd, le dernier véritable prince de Galles, la religion était devenue à la fois arme et bouclier. Le pape lui-même excommunia Llywelyn pour avoir résisté à l'autorité anglaise, alors même que sa cause était la liberté de son peuple. Un coup de génie psychologique, faire passer la rébellion contre la couronne pour une rébellion contre le ciel. Peu de stratagèmes de l'histoire furent aussi redoutables, mais l'esprit gallois est tenace. Les gens apprirent à voir la foi non comme un chemin unique, mais comme un feu vivant, un feu qui pouvait brûler même sous les chaînes de la conquête. Les mêmes églises que les Normands avaient bâties pour les soumettre devinrent plus tard des refuges de rébellion. Des moines cachèrent des insurgés, des prêtres bénirent les résistants, et les sermons détournèrent l'écriture anglaise pour nourrir la défiance galloise. Voilà le paradoxe de la croyance. Une fois qu'on apprend à un peuple à chercher sa force au ciel, on ne contrôle plus où il la trouve. À la fin du Moyen Âge, la ligne entre couronne et croix s'était brouillée au point qu'on ne savait plus où finissait le pouvoir et où commençait la foi. Mais pour le pays de Galles, cette union laissa de profondes cicatrices et des champs encore plus profonds. Les vieux monastères se sont tus, mais leur écho résonne encore dans les hymnes d'aujourd'hui, dans ces chapelles qui ont défié les rois et les frontières. Les Normands ont conquis avec leurs châteaux, oui, mais c'est l'Église qui leur a appris à dominer les esprits. Et longtemps après que les épées furent rangées, la croix continua de murmurer l'autorité au nom du ciel, bien après que les conquérants soient retournés à la poussière. L'anneau de fer du pouvoir, le plan impitoyable d'Édouard Ier pour enfermer le pays de Galles. Il n'était pas forgé que de métal, cet anneau de fer était fait de peur, d'ambition et d'une froide intelligence méthodique. Quand Édouard Ier regarda par-delà la frontière vers le pays de Galles, il ne vit pas seulement des montagnes et de la brume, il vit la défiance, il vit une terre qui avait coûté trop de fierté au roi anglais, trop de soldats, trop de nuits sans sommeil. Et il décida d'en finir pour toujours. Ce qu'il conçut n'était pas une simple stratégie militaire, c'était une guerre psychologique gravée dans la pierre. À la fin du XIIIe siècle, le pays de Galles était une épine qu'aucun roi d'Angleterre ne pouvait plus ignorer. Llywelyn ap Gruffudd, le dernier prince natif, avait réussi à unir la plupart des territoires et refusait de plier le genou. Les Gallois avaient déjà remporté des escarmouches, humilié des envahisseurs, forcé des rois à des trêves fragiles. Mais Édouard n'était pas comme les autres. Il était méthodique, implacable et persuadé qu'on pouvait imposer l'ordre, en brisant d'abord l'âme. Édouard comprit une vérité simple mais terrifiante. Pour détruire un peuple, commence par lui enlever ce qu'il voit, ses symboles, sa fierté, son espoir. Et il le fit, non par les mots, mais par les murs. Sa campagne n'était pas une simple invasion, c'était une architecture de domination. Après avoir vaincu Llywelyn,
Édouard lança la construction de ce qu'il appela l'anneau de fer des châteaux, une chaîne de forteresses destinée à étrangler la terre de l'intérieur. Conwy, Caernarfon, Harlech, Beaumaris, chacune parfaitement placée, scintillant le long des côtes et des vallées comme les crocs d'une bête géante. Ce n'étaient pas que des châteaux, c'étaient des messages. Aux Gallois, résister est inutile. Aux Anglais, votre roi est intouchable. Édouard ne les bâtit pas seulement pour défendre, mais pour impressionner. Leurs tours dessinaient la géométrie du pouvoir, de hauts murs projetant une ombre longue sur les villes conquises, des garnisons capables d'abriter des centaines de soldats. Même un paysan à des lieux voyait clair. Cette terre n'appartenait plus au fils du dragon, mais à la couronne. Caernarfon, surtout, était une déclaration. Ses tours polygonales, ses murs aux motifs complexes et sa grandeur impériale s'inspirèrent de Constantinople, siège des anciens empereurs romains. Édouard voulait qu'on ressente moins une forteresse qu'un trône bâti sur les ruines de l'indépendance galloise. Quand son héritier y naquit, le premier prince de Galles anglais, ce n'était pas un hasard. C'était une insulte transformée en cérémonie. Ironie amère. Ces châteaux furent bâtis par des ouvriers gallois, forcés de dresser les murs qui emprisonneraient leur propre patrie. Imagine le silence amer de ces journées, pierre après pierre sous l'œil des soldats. Les salaires nourrissaient les familles, mais le prix était la liberté. L'anneau de fer frappa sur plusieurs fronts, commerce, déplacement, morale. Chaque forteresse était placée près d'un port, permettant à l'Angleterre d'envoyer vivres et renforts plus vite que la rébellion ne pouvait grandir. Les marchés furent déplacés à l'intérieur des murs, liant la survie même à l'autorité anglaise. L'architecture portait des symboles, les pierres blanches et rouges de Caernarfon rappelant Rome impériale, des aigles sculptés surveillant les portes comme des gardiens de la soumission. Et pourtant, les Gallois n'oublièrent pas. Ils chantèrent à leur prince perdu, les terres brûlées, le dragon rouge tapi sous les cendres. Les châteaux tenaient debout, mais dans leur ombre la révolte couvait. Des décennies plus tard, quand Owain Glyndŵr se leva, il n'eut rien à expliquer. Chaque pierre parlait déjà. L'anneau d'Édouard accomplit son but. Il éteignit pour un temps la résistance organisée. Mais il ne put tuer l'âme qui battait dans les vallées et les montagnes. Au contraire, il la rendit plus vive, offrit un ennemi visible, une haine qui se souvient. Aujourd'hui encore, debout devant Harlech ou Beaumaris, tu ressens cette tension. Beauté née de la conquête, élégance masquant la cruauté. Édouard Ier pensait avoir enfermé le pays de Galles. Il croyait que ces châteaux dureraient éternellement, comme trophées de triomphe anglais. D'une certaine façon, c'est vrai, mais ils sont aussi devenus des monuments à l'arrogance et à son prix. Car si ces murs tiennent toujours, le peuple qu'ils voulaient briser n'a jamais disparu. La langue, les chants, la fierté têtue ont survécu. Alors, quand tu contemples ces tours parfaites sous le ciel gallois, souviens-toi, ce ne sont pas juste des ruines, ce sont des rappels. Un roi a voulu enfermer une nation, et la nation a refusé d'y rester. L'anneau de fer du pouvoir devait réduire le pays de Galles au silence. Il l'a rendu inoubliable. La conquête gravée dans la pierre. Comment Édouard bâtit des châteaux pour briser une nation? Elle ne ressemble pas à des armes, n'est-ce pas? Silencieuses sous le ciel gallois, des murs de pierre, des cours vides, des tours reflétées dans l'eau immobile. Mais ne t'y trompe pas. Elles furent construites pour effrayer. Chacune des forteresses d'Édouard Ier était une lame enfoncée au cœur du pays de Galles, non pour défendre, mais pour dominer. Conquête gravée dans la pierre, pensée pour durer au-delà de la mémoire humaine. Quand Édouard, le roi de fer d'Angleterre, écrasa enfin Llywelyn ap Gruffudd, dernier véritable prince de Galles, il ne fêta pas sa victoire par des banquets ou des chants. Il bâtit. Et ce qu'il bâtit, ce n'était pas seulement de l'architecture, c'était un outil psychologique. Ces châteaux n'étaient en moi pas de simples fortifications, ils étaient un langage, des symboles de contrôle absolu. Des sommets de Snowdonia jusqu'au rivage d'Anglesey, chaque tour murmurait froidement « Vous êtes conquis, pour toujours ». Mais pour saisir leur puissance, il faut comprendre ce qui précédait. Le pays de Galles n'était pas un royaume plat attendant un maître, c'était un labyrinthe de montagnes, de rivières et de peuples farouchement indépendants. Les Gallois avaient défié Rome, repoussé les Vikings, survécu aux Normands, et depuis des siècles, ils comptèrent sur leur terre, son relief imprévisible, comme leur meilleure forteresse. Aucun envahisseur n'avait pu la tenir longtemps, jusqu'à Édouard. Il ne combattit pas comme ses prédécesseurs.
Il observa. Il comprit que pour écraser la rébellion, il fallait l'enfermer. Et il conçut cette prison avec une précision glaciale. Après la mort de Llywelyn en l'an 1282, Édouard lança la construction d'un cercle de forteresses massives autour du cœur rebelle du Nord. Un cercle parfait que les historiens nommeraient un an plus tard l'anneau de fer. Caernarfon, Conwy, Harlech, Beaumaris, toutes différentes, toutes stratégiques. Caernarfon, érigé sur les ruines d'un ancien fort romain, se dressait telle une couronne au bord du détroit de Menai, ses murs ornés de pierres colorées pour rappeler la puissance impériale de Constantinople. Un signal qu'Édouard se voyait héritier d'empire. Conwy, avec ses 8 tours sombres, serrait la rivière comme un poing fermé. Harlech, perché sur sa falaise, flottait au-dessus de la mer, intouchable. Et Beaumaris, dernière et plus parfaite, était de la géométrie transformée en tyrannie, un labyrinthe symétrique de pièges mortels, si parfait qu'il impressionne encore les architectes. Voici le génie cruel. Édouard ne bâtit pas pour les yeux anglais. Il bâtit pour les Gallois. Chaque marché, chaque prière, chaque jeu d'enfant se déroulait sous l'ombre de ses murs. Le message était constant. La rébellion est vaine. La pierre n'oublie pas. Et les châteaux n'étaient pas que des armes militaires. Ils servaient à coloniser. Autour de chaque forteresse, Édouard installait des villes anglaises, marchands, artisans, soldats, dotés de privilèges refusés aux Gallois. À Caernarfon, les habitants locaux n'avaient même pas le droit d'entrer dans la ville après la tombée de la nuit. Les châteaux devinrent des îlots de domination étrangère au milieu d'une terre qui n'était plus la leur. Imagine être debout dehors, voyant des étrangers bâtir une vie derrière des portes gardées par une langue ennemie. C'était la vie quotidienne dans le nouveau pays de Galles d'Édouard. Le chantier était colossal. Des dizaines de milliers d'ouvriers, des centaines d'artisans, des sommes immenses d'argent. Cela vida le trésor anglais, mais arma son empire. Et Édouard était sans pitié. La moindre révolte sur un site était écrasée aussitôt. Les ouvriers étaient là protégés comme des soldats. La construction de Beaumaris dura plus de 30 ans et ruina ses intendants. Mais Édouard se moquait du coup. Ce qui comptait, c'était la permanence. Il ne conquissait pas pour sa vie, il conquissait pour l'éternité. Pourtant, même la pierre ne peut étouffer une âme. Les Gallois n'ont jamais cessé de résister, même sous l'ombre des tours d'Édouard. Les réunions secrètes se tenaient dans les bois. Les chants circulaient discrètement dans les tavernes, des chants sur les princes perdus, les bannières abattues, l'espoir qu'un jour le dragon rouge se relèverait. Ces chants ont voyagé plus loin et duré plus longtemps que ce qu'Édouard aurait imaginé. Et le temps, ce rebelle patient, a eu sa revanche. Les siècles ont passé, et les châteaux, autrefois symboles d'oppression, se sont vidés. Leurs murs se sont fissurés, leurs garnisons ont disparu, leurs drapeaux se sont réduits en poussière. Les Gallois y marchent désormais en visiteurs, non en captifs. Ce qu'Édouard avait bâti pour briser une nation a fini par préserver son histoire. Chaque salle en ruine raconte non la soumission mais la survie. Debout à Harlech aujourd'hui, tu peux le sentir, l'écho des bottes de fer, oui, mais aussi la défiance tranquille dessous. Les pierres d'Édouard sont toujours là, mais l'esprit qu'elle voulait écraser l'est aussi. Au final, ces châteaux n'ont pas effacé le pays de Galles. Ils sont devenus des monuments à ce qu'il n'a jamais pu conquérir, l'endurance d'un peuple qui refuse de disparaître. La chute du dragon rouge. Comment l'indépendance s'est éteinte à Silmery. C'était l'hiver de l'an 1282, et la neige tombait sur une vallée silencieuse du centre du pays de Galles. Un vent glacé portait des murmures, non de victoire, mais de faim. Dans ce calme gelé, un prince tomba, et avec lui, la liberté d'une nation entière. L'endroit s'appelait Silmery. L'homme était Llywelyn ap Gruffudd, le dernier véritable prince de Galles. Et le rêve qu'il portait mourut dans le bruit des sabots et de l'acier. Quand Llywelyn entra dans ce mois de décembre, ses chances étaient déjà faibles. Son grand-père, Llywelyn le Grand, avait bâti une unité galloise par génie et patience. Mais l'Angleterre du temps de Llywelyn ap Gruffudd n'était plus celle de Jean sans Terre. Elle était dirigée par Édouard Ier, le marteau des Écossais, un roi qui voyait le pays de Galles non comme un voisin, mais comme une tâche inachevée. Llywelyn avait commencé avec espoir. Jeune, il était audacieux, capable de rallier les clans, de faire taire ses rivaux, de se faire respecter même de ses ennemis. Son peuple l'avait proclamé prince de Galles, et même la couronne anglaise, à contre-cœur, avait reconnu son titre. L'impossible semblait accompli.
Le dragon rouge s'était relevé. Mais le pouvoir en Bretagne médiévale était instable, et Édouard savait briser un homme sans lever l'épée. Le premier coup ne fut pas une bataille, mais une manœuvre politique. Édouard exigea que Llywelyn vienne lui prêter allégeance comme un vassal. Llywelyn refusa. Il était prince, pas serviteur. Alors Édouard confisqua ses terres, coupa ses vivres, fit emprisonner son frère Dafydd. Chaque tentative de rébellion que Llywelyn rallumait était étouffée par l'or et les pierres anglaises. Les châteaux de Caernarfon, Conwy et Harlech s'élevaient, non pour défendre, mais pour enfermer, rappelant à tout le monde qui commandait désormais. Pourtant, Llywelyn ne céda pas. Il se retira dans les montagnes où battait encore le cœur gallois. Ses partisans l'appelaient Tywysog Ein Lliw Olaf, notre dernier véritable chef. Mais une rébellion sans ressources est une flamme sous la pluie. À la fin de l'an 1282, son armée était affamée, dispersée, traquée. Les forces d'Édouard se refermèrent de tous côtés, puis vint Silmerie. Ce n'était pas une grande bataille digne des poètes. C'était une embuscade, brève et brutale. Llywelyn était descendu vers le sud, pour chercher des alliés, peut-être, ou rencontrer des rebelles en secret. Nul ne le sait. Ce que l'on sait, c'est qu'au bord de la rivière Irfon, il fut encerclé et abattu. Certains récits disent qu'il fut attiré par un piège, d'autres qu'il combattit jusqu'à la mort de ses hommes. Quoi qu'il en soit, quand la neige cessa, le prince de Galles gisait à terre. Quand les soldats anglais comprirent qui ils avaient tué, ils tranchèrent sur sa tête et la rapportèrent au roi Édouard. Dans une mise en scène macabre, elle fut exhibée dans Londres et placée sur la tour, coiffée d'un lierre moqueur, symbole de défaite. Le message était clair, le dragon rouge est mort et l'âge de l'indépendance galloise est fini. Mais l'idée, elle, ne mourut pas. Dans les villages et vallées, on ne pleura pas seulement un homme, mais un symbole. Les chants devinrent murmures. Les noms se transmirent en secret. Les bardes l'appelèrent Llywelyn Ein Lliw Olaf, Llywelyn, notre dernier chef, un titre à la fois triste et rebelle. La terre elle-même sembla changer après Silmerie. La loi anglaise s'étendit, les châteaux se multiplièrent, les princes gallois disparurent dans la mémoire. L'anneau de fer d'Édouard scella le pays sous la pierre. Pourtant, pour chaque tour dressé, des cœurs restaient libres. Des siècles plus tard, quand Owain Glyndŵr prit les armes, il se déclara l'héritier de Llywelyn, poursuivant le combat né et mort à Silmerie. Encore aujourd'hui, quand flotte le drapeau gallois, le dragon rouge rugit pour ce peuple survivant, mais aussi pour le rêve tombé ce jour-là, un rêve de liberté qui n'a jamais accepté d'être enterré. Alors, quand tu te tiens à Silmerie aujourd'hui, le lieu paraît silencieux, mais pas vide. Un mémorial simple s'y dresse, surmonté d'un dragon. Chaque année, le 11e jour de décembre, des gens viennent, non pour pleurer la défaite, mais pour se souvenir que même quand l'épée frappe et que la couronne se brise, l'âme d'une nation ne s'éteint pas. Elle attend, dans le vent, les montagnes, la voix de chaque chanson qui ose commencer par ces mots, pour le pays de Galles. Le grand soulèvement s'éteint. L'Angleterre resserre son étreinte sur les terres galloises. Au début, cela sonnait comme le tonnerre, lointain mais grandissant. La rumeur courait. Le pays de Galles s'était levé. Owain Glyndŵr, le roi fantôme annoncé par les prophéties, avait accompli l'impensable. Il avait uni nobles et paysans, poètes et guerriers, sous un seul drapeau, celui du dragon. Un instant, l'espoir revint chez un peuple soumis depuis des générations. Mais le tonnerre s'éteint, et la révolte aussi. Quand les feux s'éteignirent, l'Angleterre tenait le pays plus fort que jamais. La rébellion avait éclaté en 1400, mais ses racines plongeaient dans des siècles de conquête. Les Gallois n'avaient pas oublié la chute de Llywelyn ap Gruffudd à Silmerie, ni les flammes qui suivirent. L'Angleterre avait bâti ses châteaux, imposé ses impôts, planté ses seigneurs comme des ronces. Mais l'esprit ancien n'était pas mort. Il s'était réfugié dans les chants, les histoires, les prières chuchotées. Glyndŵr n'inventa pas la révolte, il lui donna un visage. Pendant plus de 10 ans, il fut intouchable. Il déjoua les armées anglaises, prit des châteaux, fit trembler l'Europe. Un instant, l'histoire sembla vouloir s'inverser. Le dragon rouge chassait le lion au-delà de la frontière. Mais les révolutions flambent avant de s'effondrer. L'Angleterre, elle, savait attendre, et après des années de guerre, les fissures apparurent. D'abord, le climat tourna. On oublie combien un destin national dépend parfois de la pluie. Quand les récoltes échouèrent,
Quand l'hiver gela les routes et que les rebelles mourèrent de faim, l'armée de Glyndwr s'amenuisa. La loyauté tient mieux ventre plein que ventre vide. Puis vint la trahison, pas des ennemis, mais des siens. Des seigneurs gallois, jadis alliés, conclurent des accords secrets avec Londres, promesses de terre, d'argent, de pardon. Les successeurs d'Édouard avaient appris. On n'a pas toujours besoin de l'épée pour éteindre un soulèvement. Parfois, l'or suffit. En 1410, la rébellion se repliait comme une vague. Glyndwr disparut dans les montagnes, traqué comme un fantôme. Sa mort reste mystère. Certains parlent d'exil en France, d'autres d'une vie cachée, assez longue pour voir ses fils capturés. Peu importe comment il mourut, ce qui compte, c'est ce que signifia sa disparition. La dernière flamme du vieux pays de Galles s'éteignait. La riposte anglaise fut rapide et implacable. Après l'incendie mené par Édouard, ses héritiers perfectionnèrent la domination, non plus par la destruction mais par le contrôle. La couronne anglaise ne se contenta pas d'écraser, elle remodela le pays de l'intérieur. Les châteaux, jadis armes de conquête, devinrent centres de pouvoir. Les monstres de pierre de Caernarfon et Conwy servirent à gouverner. Les chefs locaux furent écartés, remplacés par shérifs et juges fidèles à Londres. Chaque loi, chaque pièce, chaque décision parlait désormais anglais. La langue galloise, elle, fut reléguée aux marges. Dans les tribunaux, les marchés, la politique, l'anglais dominait. L'ancienne langue survécut dans les fermes et les chapelles, mais plus dans les lieux de pouvoir. Être gallois ne signifiait plus seulement être conquis, mais réduit au silence. Et l'Angleterre comprit aussi l'art de séduire. Elle acheta la loyauté. Quelques nobles gallois furent anoblis, mariés à des familles anglaises, doucement intégrés. La résistance devint souvenir plus que projet. Mais sous la surface, les braises brûlaient encore. Les poètes continuaient d'écrire, en secret parfois. Les bardes troquèrent les champs de bataille contre des champs de survie. Ils comparaient le pays de Galles à un faucon blessé, cloué au sol mais l'œil toujours vers le ciel. Les châteaux étaient anglais, mais la terre restait galloise. Chaque rivière, chaque montagne gardait un nom rebelle. Et même chez les vainqueurs, le malaise perçait. Les officiers anglais postés dans les marches, ces frontières sauvages, écrivaient avoir des rêves étranges, entendaient des chants dans les collines, des histoires de fantômes gardiens. Conquérir, c'est une chose. Appartenir, c'en est une autre. La terre ne les accepta jamais vraiment. Au début du XVe siècle, l'emprise anglaise semblait totale. Plus d'armées galloises, plus de sièges, plus de révoltes. Henri VII, lui-même d'origine galloise, monta sur le trône d'Angleterre et parla d'unité. Au monde, il sembla que la résistance galloise était morte, un peuple fier, absorbé. Mais l'histoire ne s'écrit pas qu'avec des couronnes. Elle s'écrit en murmures, en survie obstinée. Tu peux voir l'héritage de cette époque encore aujourd'hui. Les villes anglaises autour des vieux châteaux subsistent, mais aussi les chansons. Hen, Vlad, Finadao. Terre de mes pères. Un hymne né des pertes accumulées. Ce n'est pas un chant de victoire, mais de persévérance. Voilà la rébellion silencieuse venue après l'échec. Choisir de durer plutôt que renverser. L'étreinte anglaise était de fer, mais le fer rouille. Chaque génération garda l'histoire vivante, par la poésie, la foi, ou simplement en parlant gallois quand on leur disait de se taire. L'échec des armes devint triomphe de la mémoire, et parfois la mémoire est une arme plus affûtée. Oui, le grand soulèvement s'est éteint. Les flammes qui illuminaient les montagnes ont disparu, et le pays a été englouti par la couronne anglaise. Mais le silence qui suivit n'était pas une défaite. C'était une attente. Car les nations ne meurent pas toujours quand on les conquiert. Parfois elles dorment, rêvant sous les ruines, jusqu'à ce que quelqu'un, quelque part, se souvienne du son du tonnerre. Des princes au sujet, quand les Tudors s'élèvent du sang gallois. L'histoire adore l'ironie. La nation qu'Angleterre tenta pendant des siècles d'écraser, ce pays qu'elle voulait soumettre sous la pierre et la loi, allait un jour lui offrir sa propre famille royale. Des cendres des rébellions, des trahisons et des trônes perdus, naquit une nouvelle dynastie, les Tudors, gallois par le sang, anglais par le pouvoir, enfants d'un destin improbable. Au moment où le XIIIe siècle glissait vers le XIVe, le pays de Galles n'était plus un royaume, il était une possession. L'anneau de fer d'Édouard Ier avait fait son œuvre, le dragon rouge était enchaîné. Les princes de Gwynedd étaient morts ou dispersés, leurs terres s'y partageaient, taxées par la couronne anglaise. Pendant 200 ans, les Gallois vécurent hosties sous loi anglaise.
traités en citoyens de second rang sur leur propre sol. Les bardes chantaient encore, la langue survivait, mais le rêve d'indépendance semblait enterré. Ou du moins, c'est ce que croyaient les Anglais. Car dans ce silence, quelque chose persistait, un héritage refusant de mourir. Le sang des anciens princes coulait encore, dissimulé dans les arbres généalogiques et les récits de famille. Parmi ces lignées se trouvait celle d'un homme nommé Owen Tudor, ou Owain ap Maredudd ap Tudur, un soldat modeste qui allait bouleverser l'histoire non par l'épée, mais par un mariage. Owen n'était pas né pour régner. Il servit comme écuyer à la cour d'Henri V, l'un des plus glorieux rois guerriers d'Angleterre. Mais quand Henri mourut jeune, laissant veuve la reine Catherine de Valois et un fils bébé, futur Henri VI, la cour plongea dans une étrange torpeur. Et là, dans ce vide, un scandale prit racine. Catherine, reine française isolée, rencontra Owen Tudor, gallois, séduisant, au port assuré. Certains racontent que leurs regards se croisèrent lors d'une danse. D'autres qu'il montait la garde à sa porte quand elle osa un sourire. Peu importe comment, leur amour défia l'eau ses classes. Ils se marièrent en secret, union impensable, la veuve d'un roi anglais épousant un homme d'un peuple conquis. De ce mariage interdit naquirent des enfants, et de ces enfants, une revendication au trône. Leur petit-fils deviendrait Henri Tudor, futur Henri VII, celui qui mettrait fin aux guerres des Deux Roses et fonderait la dynastie Tudor. Mais avant le triomphe vint l'épreuve. Owen Tudor ne mourut pas roi. Quand son mariage fut découvert, il fut emprisonné, libéré, puis exécuté en pleine guerre civile. Sa tête exposée au marché, avertissement sanglant pour Gallois et Anglais. Voilà le prix du défi. Mais même mort, Owen avait semé une graine plus dangereuse que la rébellion, un lien royal mêlant sang gallois et pouvoir anglais. Son fils, Edmund Tudor, gagna la faveur royale et épousa Margaret Beaufort, héritière du sang Plantagenet. De leur union naquit Henri Tudor, en 1357, enfant marqué par le destin. Son enfance ne fut pas royale. Orphelin tôt, traqué, il grandit en exil en Bretagne, rêvant d'une terre qu'il n'avait jamais vue et d'une couronne encore lointaine. Mais le pays de Galles ne l'avait pas oublié. Quand Henri revint en 1485 pour défier Richard III, il débarqua sur les côtes galloises, leva l'étendard du dragon rouge de Cadwaladr, symbole des anciens princes, et appela son peuple. Et ils vinrent, paysans, soldats, vieilles familles, qui se souvenaient encore des chants de liberté. Ils suivirent, pas seulement pour la couronne d'Angleterre, mais pour le rêve jamais éteint. À Bosworth, Henri triompha de Richard III et devint Henri VII. Mais écoute ce détail. Quand il entra à Londres, il ne portait pas seulement le lion anglais, il marchait aussi sous le dragon rouge du pays de Galles, flottant fier au cœur même de l'Empire. Le pays conquis venait de conquérir son conquérant. Pour les Gallois, la victoire d'Henry dépassait la politique. C'était une revanche. Pour la première fois depuis la mort de Llywelyn ap Gruffudd, un homme au sang gallois siégeait sur le trône d'Angleterre. Les bardes exultèrent, chantant prophéties accomplies. Le dragon rouge relevait après des siècles de chaînes. L'indépendance n'était pas revenue, mais la fierté avait trouvé un nouveau trône. Sous les Tudors, ce lien s'approfondit. Henri VIII, fils d'Henri VII, fit voter les lois sur le pays de Galles, unifiant officiellement les deux nations sous un seul système légal. Sur le papier, cela effaçait le pays de Galles comme nation distincte. Mais en réalité, c'était une étrange forme d'immortalité. La langue survécut, l'identité galloise s'adapta, et la fierté trouva une nouvelle place, dans l'influence, dans l'art, dans la proximité avec le pouvoir. Il y a quelque chose de tout amer dans ce destin. Les princes des montagnes brumeuses avaient disparu, leurs châteaux réduits au silence. Mais leur sang, le même qui avait défié Édouard et rêvé d'unité, régnait désormais sur l'Angleterre, bâtissant un empire. La résistance d'hier était devenue dynastie. Quand on pense aux Tudors, on imagine la grandeur, l'assurance d'Henri VIII, l'éclat d'Élisabeth Ier. Mais derrière la soie et l'or, il y a une histoire née dans les collines humides du pays de Galles, celle d'un peuple qui refuse de disparaître. Et c'est peut-être ça, le vrai legs du sang gallois. S'adapter, survivre et se relever quand personne ne s'y attend. Les Tudors ont régné sur l'Angleterre, mais leurs racines s'enfonçaient dans la terre galloise, nourries par des siècles de lutte et de fierté. Au bout du compte, l'histoire boucle la boucle. Les conquérants avaient voulu transformer les princes en sujets, mais le temps fit des sujets leurs rois.
le dragon n'est jamais mort. Il a simplement appris à porter une couronne. La transformation finale. Du pays de Galles médiévale à une nation qui se souvient. On dit qu'une nation ne meurt jamais vraiment, elle change de forme. Nulle part cela n'est plus vrai qu'au pays de Galles. Le Moyen-Âge s'est éteint depuis longtemps, mais si l'on tend l'oreille, on peut encore sentir son cœur battre. Non dans le fracas des épées ou les cris des princes, mais dans les chants, la langue et la fierté obstinée d'un peuple qui refusa de s'effacer. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une chute, c'est celle d'une survie, d'une métamorphose et d'une mémoire préservée. Quand le dernier grand prince, Llywelyn ap Gruffudd, tomba à Silmerie durant l'hiver de l'an 1282, cela aurait dû être la fin. L'anneau de fer des châteaux anglais enserra la terre de pierre et les bannières d'Édouard Ier flottèrent de Conwy à Caernarfon. Les lois furent réécrites, les langues réduites au silence, et le titre de prince de Galles offert avec mépris aux héritiers anglais. Sur le papier, la nation était morte. Mais les royaumes de papier s'effacent plus vite que ceux gravés dans la mémoire. Pendant des siècles, le pays de Galles vécut non comme État, mais comme récit. Il survécut dans les voix des poètes qui cachèrent la rébellion dans les rimes, chez les bergers qui murmuraient des prières en gallois dans les collines, chez les grands-mères qui racontaient aux enfants les dragons qui volaient toujours. Les Anglais le disaient conquis, les Gallois l'appelaient encore Cymru, leur foyer, même sans couronne. La transformation commença doucement, dans les cendres de la défaite. Les châteaux, jadis symboles d'oppression, devinrent des monuments étranges de persistance. Harlech, Caernarfon, Conwy, leurs pierres grises, survécurent aux rois qui les avaient dressées. Elles étaient des cicatrices, oui, mais aussi des repères. Chaque génération qui levait les yeux vers ces murs se souvenait du prix de la liberté et, quelque part en elle, recommençait à rêver. La religion devint elle aussi un abri secret. L'Église médiévale, autrefois outil de contrôle, se transforma en refuge pour l'âme galloise. Les hymnes remplacèrent sur les cris de guerre, les sermons prirent la place des plans de bataille. La langue que les conquérants voulaient réduire au silence s'infiltra dans les chants sacrés. Même quand il était risqué de la parler, elle portait l'histoire comme une flamme cachée. Mais survivre n'est jamais passif. Peu à peu, les vaincus devinrent créateurs. Savants, poètes, conteurs gallois façonnèrent une identité non plus par les armes, mais par la culture. Les bardes du Moyen-Âge se muèrent en gardiens de mémoire. Les récits d'Owain Glyndwr, de Rhodri le Grand, de Llywelyn le Dernier, dépassèrent l'histoire pour devenir des mythes, nourriture de l'âme nationale. Chaque histoire répétée était une petite rébellion. Puis vint l'ère moderne, quand l'encre devint plus forte que l'épée. Au XVIIIe et XIXe siècle, tandis que l'Europe s'industrialisait, le pays de Galles se transforma encore. Les mines de charbon remplacèrent les châteaux comme cœur du pays, et les cloches des chapelles devinrent son nouveau rythme. Mais sous la suie et l'acier, le vieux feu brûlait. Les ouvriers chantaient en gallois sous terre. Les poètes écrivaient la liberté face à l'Empire, et l'Eisteddfod, ce vieux festival de poésie et de chant, devint cri de fierté culturelle. Étrange, non? 1000 ans plus tôt, les princes gallois rêvaient d'unité par le sang et le fer. Désormais, leurs descendants la reconstruisaient avec des mots et des souvenirs. Le rêve de Rhodri le Grand, que Llywelyn le Grand avait presque accompli, et que Llywelyn le Dernier porta jusqu'à la mort, n'avait pas disparu. Il avait changé de forme, troquant l'épée contre le récit. Au XXe siècle, cette métamorphose devint éclatante. La langue galloise, autrefois interdite à l'école, se releva. Les routes menant jadis au château menèrent aux salles de classe où l'on enseignait le simreg aux nouvelles générations. Le dragon rouge, jadis emblème de rébellion, devint drapeau d'une nation fière dans un monde moderne. Et même si le pays de Galles ne retrouva pas son indépendance médiévale, il regagna quelque chose de plus fort, son identité. Si vous montez aujourd'hui sur les collines de Silmerie, où Llywelyn est tombé, l'air semble saturé de mémoire. Chaque souffle de vent porte ce qui fut perdu, et ce qui ne s'est jamais éteint. On lit l'histoire dans le paysage, l'ombre des tours normandes d'un côté, le bourdonnement des villes modernes de l'autre, et entre les deux, un silence vibrant, comme si la terre se souvenait. Voilà la transformation finale, de la conquête à la conscience. Le pays de Galles médiévale fut fait de pierre et de lutte, de princes et de trahison. Mais celui qui renaquit de ses cendres devint plus doux et plus fort,
une nation bâtie non sur la domination, mais sur l'endurance. Sa vraie victoire ne s'est pas gagnée sur un champ de bataille, mais dans le refus d'oublier. Aujourd'hui, chaque fois qu'on parle gallois, que le dragon rouge flotte sous un ciel gris, qu'un chant résonne dans un stade de rugby ou qu'un poète déclame des vers anciens, le rêve médiéval respire encore. Le rêve que Rodri imagina, que Llywelyn défendit, qu'Édouard crut détruire. Car, au bout du compte, l'histoire n'appartient pas aux conquérants. Elle appartient aux conteurs. Et nul pays d'Europe n'a mieux gardé son récit que le pays de Galles. Ainsi, les châteaux tiennent toujours, les bardes chantent encore, et le dragon vole toujours, non plus pour la guerre, mais pour rappeler ceci. Même quand une nation tombe, l'âme d'un peuple peut s'élever au-dessus de tout empire. Voilà comment le pays de Galles a traversé les siècles, non comme un royaume perdu, mais comme une nation qui se souvient. Et c'est peut-être la plus grande victoire, quand ton histoire survit à tes conquérants, quand la mémoire devient ta couronne, quand le silence lui-même dit ton nom. C'est là la transformation ultime du pays de Galles, non du médiéval au moderne, mais du vaincu à l'éternel. Et voici comment le pays de Galles médiéval s'est levé, a combattu, puis est tombé, mais sans jamais disparaître vraiment. Si ce voyage entre châteaux, conquêtes et royaumes perdus vous a plu, laissez un commentaire. Quelle période de l'histoire galloise vous a le plus captivé? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun prochain plongeon dans le passé. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine histoire.